Top 100 all time, top 100 all time. Top 100. Yes sir. It's Monday. C'est le meilleur jour de la semaine. Oui monsieur. On en voit toujours là, qui errent sur les réseaux sociaux en mode ah c'est lundi, il fait chier et tout. S'il vous plaît les gens, dites-leur. Faites la justice dans le monde. Le lundi est le meilleur jour de la semaine. On en voit aussi qui envoient sur les réseaux sociaux. Non, FTG, le lundi, c'est trop bien. Et justement, chaque semaine démarre avec un épisode de ce Top 100 All Time. Vous le savez, sur la saison 2019-2020, on prend les 100 meilleurs joueurs de tous les temps. On se donne rendez-vous en juin pour se déchirer nos races et nos ancêtres. Exactement. Il n'y a pas d'autre terme. Exactement. Ouais, tout à fait. Et attention, car comme tu l'as dit juste avant qu'on démarre... Je crois que là... on est à mi-chemin. Je sais qu'on voit pas bien sur la télé entre les traces de doigts et avec la les fougères. Mais bon, on est top 50 quand même. On est... Tu te rends compte ? Ouais, ça rigole On pas. a fait la moitié du chemin. Ça nous empêche pas de souhaiter un bon appétit à des gens quand même, cette affaire. Hein. Elles sont nos teams. Je sais que j'ai une team coquillette, moi. Il se reconnaîtra ou ils se reconnaîtront. Ma team Trône s'élargit de jour en jour. Attention aux interprétations, out of context. C'est de la phrase bizarre, ça. Bien sûr, on a une team divorce. J'ai vu dans les commentaires, on a une team expatriée, évidemment. Une team divorce. Ben oui, il y en a qui ont trop travaillé sur leur top 200. Vous je sais irez pas voir si dans on les doit commentaires. être fier forcément de celle-là. Moi, ça me fait marrer. Ouais, c'est marrant. Ouais. Moi, ça me fait marrer parce que j'imagine la personne écrire ce commentaire en plein milieu de sa galère. Et évidemment, on lui fait plein de bisous comme à vous tous. On pourrait faire du speed dating pour ceux qui divorcent à cause de nos top 100. Tout dépend de ce que vous avez mis dans votre classement. Peut-être que vous allez matcher, peut-être que ça matchera pas. C'est une idée à creuser, ça. Ça, c'est une idée à creuser. T'as mis qui en 5 ? Ah non, c'est pas possible, désolé. Oh, désolé. un date dégueulasse. Je connais quelqu'un que ça peut intéresser. Un fan des Spurs, ça va peut-être intéresser. Ouais. Évidemment, vous connaissez le classique. On va commencer d'abord par répondre à vos questions. Ensuite, on fera le reveal des joueurs en place 51, 49. Et ensuite, on fera un petit débat. Avant ça, juste, vous le savez aussi, avant de commencer, une question fondamentale, celle qui définit un peu notre existence. Et chaque semaine, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange en ce moment ? Là, on avait fait des coquillettes, on est sur quoi ? On arrive là à peu près à une période où ça s'allège. On arrive gentiment. Moi, je ferais bien un petit Mont d'Or. Tu sais, le fromage. Le fromage, c'est léger. Oui. C'est tout léger. Avec tu sais, le fromage. Ah bah oui, à la cuillère. Tu mets au four, tu fais bien gratiner. À la cuillère. Soit à la cuillère, soit façon fondue. C'est-à-dire, tu piques ta fourchette dans du pain. Tu piques ta fourchette dans du pain et voilà. Bien sûr. Et si tu fais tomber le morceau de pain. Et franchement, s'il y a une ou deux patates dans ton assiette, c'est pas un souci. Tout à fait. Ça fonctionne aussi. On enlève la verdure. Ouais. On est sur le fronton. Dédicace à Giovanni. Enfin là, on est en voilà quoi. Enfin, tout à fait. Pas du tout sur de la verdure là. Non. Et on est sur à mettre de la verdure. On est sur un Pic Saint-Loup. Ouais. Voilà, par exemple. On est sur un Pic Saint-Loup avec. Tout à fait. Ça fonctionne. Les plus jeunes. Ça fonctionne. Ouais. Vous nous laissez tranquille. Du coup, on va répondre. Volvic pour tout le monde. Exactement. Voilà. Pic Saint-Loup, c'est un cousin du Volvic. On va répondre aux questions. D'abord. N'hésitez pas, comme d'habitude, à balancer plein de questions. Vous envoyez des bombardements de commentaires toutes les semaines dans les épisodes du Top 100 et on vous en remercie parce qu'on check. Si certains posent des questions et qu'on n'y répond pas aujourd'hui, regardez les épisodes précédents. Il y en a plein, ce sont des doublons. Malheureusement, on y a déjà répondu. Il y a une bonne quinzaine d'épisodes là, donc on y va. On va aller checker les précédents. Il va falloir être créatif dans les questions, les amis. C'est ça. Et puis, on va aussi réduire un tout petit peu, peut-être, le temps de réponse aux questions parce que le temps de tabassage va augmenter aussi au fur et à mesure. On va avoir des joueurs avec des palmarès, des CV de plus en plus longs, normalement. C'est ça. Donc ça risque d'être tendu. Donc, si on a fait 1h20 la semaine dernière, vous laissez imaginer Steven Spielberg en juin. Voilà, c'est ça. Pour le plus grand bonheur de Léon, ça la prod. Du coup, t'es chaud pour les questions ? Allez, j'en ai pris quelques-unes. La première question, elle est de Big Shoots qui nous demande: salut, est-ce qu'un joueur, après avoir pris sa retraite, ne peut que descendre ? C'est pas possible qu'un joueur qui vient de prendre sa retraite soit plus haut dans 4-5 ans ? Prise de conscience, reconversion, image. On en voit quand même qui peuvent augmenter parce qu'on les voit, ouais. Ou peut-être que le mec est parti avec un record, et puis au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, putain, ça tient encore ce truc. Dinguerie, En fait, ça tient encore, tu sais, donc du coup, tu réévalues, Ouais, non, je pense que la plus grande probabilité avec l'évolution naturel du sport et les records qui tombent et les stats qui sont sans cesse battus et un palmarès c'est fait pour être rattrapé et compagnie, la plus grande probabilité c'est qu'une fois que ta carrière est finie, tu puisses potentiellement te faire doubler par des gens, donc baisser dans le classement. Tout à fait. Mais nous on a dit qu'on prenait tout en compte. Tu peux aussi tenir fièrement ta place. Bien sûr, et on a dit qu'on prenait tout en compte. Exemple, je ne suis pas persuadé que la place de Jerry West en fin de carrière soit la même que celle
de notre top 100 all-time aujourd'hui, après ce qu'il a fait derrière, du management, je suis d'accord, de la gestion. Sa greatness n'est qu'augmentée. Exactement. Je suis d'accord. Donc certains, ça augmente, d'autres, ça descend. Ouais, tout à fait. Il y en a, ça peut baisser parce qu'ils se font doubler ou parce qu'on se dit, bon, finalement, c'était pas si ouf que ça, tout ça. Et puis je ne cesserai de le répéter, on prend un peu trop pour acquis ce qu'on a devant nous et on le réalise surtout quand les gens ne sont plus là. Donc là, tu vois, Dirk, quand on regarde des jeux, on se dit genre, non, il est fort, mais tu vois. Puis là, plus tu passes 2 semaines sans Dirk et tu fais... C'était bien. Ouais, c'est quand même un sacré salaud, quoi. C'était bien. C'était vraiment pas mal du tout. Je suis d'accord là-dessus. Donc ça peut évoluer, bien évidemment. Question de Robin, a.k.a. Charles Baguet. Très bien. Avez-vous utilisé vos anciens top 10 pour préparer votre top 100 ? Et êtes-vous tombé en contradiction avec ce que vous avez dit dans le passé ? La bise à la team. Oui. Moi, je les ai un peu utilisés et j'avoue que sur certains top 10, je suis là, je fais je vais pas pouvoir le tenir celui-là dans le top 100. On est d'accord. Je suis désolé. Si vous pensez qu'on a la même linéarité depuis le début de la chaîne de Trash Talk... Déjà, parce qu'il y a des classements, on les a fait il y a 4 ou 5 ans. C'est mort. Donc déjà, le top 10 des meneurs qu'on avait fait il y a 4 ou 5 ans... Tu sais que j'ai vu les gauchers là, j'ai vu les gauchers la dernière fois. Les gauchers, ouais. Il y a un barbu qui a piqué 2-3 places. Il y a un barbu qui a dû monter. Et chez les meneurs, je parle des meneurs parce que, genre, il me semble que quand on a fait, faudrait vérifier. Mais il me semble que quand on a fait... Les meneurs ? Ouais. Un nom de Dieu. Ouais. On va voir pour Golden State. Je sais pas si tu vois Stéphane, mais Stéphane, si. depuis, je pense qu'il a vu notre vidéo, il a fait non. Ouais. Non. Tu vois. Donc il y a quelques trucs comme ça. Il y a des choses aussi où personne n'interdit de changer d'avis. Ou de changer d'avis, c'est un grand mot, mais de modifier ton avis, tu vois. Par contre, là où je te suis totalement, oui, moi je m'en suis rebouffé plein pour me dire, j'avais foutu ça là, tiens, là je vais me contredire, mais ça je suis d'accord avec moi. Des fois je suis tiens, c'était pas mal cet argument, je vais le reprendre, tu vois. Genre je l'ai bien kiffé, quoi. Je suis bien d'accord. Non, je relis les commentaires aussi pour voir ce que les gens en disent. Tout à fait. Puisque c'est quand même toujours intéressant de confronter ton opinion à plein d'opinions. Je crois qu'on a mis tous les deux, pour vous donner une idée, je crois qu'on a mis tous les deux Isaiah Thomas dans les meilleurs... second tour de draft de l'histoire, et l'histoire peut parfois nous jouer des tours. Isaiah Thomas tour de draft de Boston. Isaiah. Ah oui, Isaiah. Ça reste une carrière pas mal tout pour à fait. Un second tour de draft. Bien sûr, mais quand on a fait la vidéo, tu vois, c'était genre... Oui, quand on a fait la vidéo, c'était genre, waouh, le délire. Incroyable. Ça a un peu changé depuis. Alors, un bisou à tous nos copains du côté de Schengen, en Asie. C'est quoi le rapport ? Isaiah, il arrive en courant, là. Ah oui. L'autre, il a plus sa place en NBA. Il part en Chine, ouais. C'est ça. Question d'un copain qui nous a déjà posé des bonnes. Lancelac du lot. Ah, c'est bon ça. Un des plus beaux pseudos de la YouTube sphère, la bise. Question, est-ce qu'un joueur n'ayant joué qu'une seule finale NBA mais qu'il a gagné sera toujours devant un joueur ayant participé à 4 ou 5 finales mais toutes perdues ? Non, pas toujours. Pas toujours. Ah non, clairement pas. Et spoiler, un joueur qui participe à plein de finales peut être mieux placé qu'un joueur qui n'a que gagné ses finales. Voilà, je pense que... J'ai même pas compris ta phrase, moi. Ah ouais ? J'ai même pas compris ton allusion. Un joueur... Tu parles d'Elgin Baylor ? Un joueur qui a participé à plusieurs finales, mais qui ne les a pas toutes gagnées. Ouais. Oui, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Mais qui en a fait plein. Ouais, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a Magic, il y a Karim. Et ouais, il y a sûrement du Bird aussi. Non, mais je vois pas de qui tu parles. Je vois pas du tout. Peut être mieux classé qu'un mec qui n'a que gagné ses finales. Et Elgin Baylor, il faut des panneaux, Baylor, il va être devant des mecs qui ont gagné des titres. Oui, tout à fait, et qui ont peut-être un perfect en finale parce qu'ils ont fait 1 sur 1 ou 2 sur 2. Elgin Baylor, 8 finales, pas de bague. Bon, il va quand même être devant des mecs qui ont gagné des titres. Désolé, les gars. C'est ça. Non, en tout cas, par rapport à la question, la participation en finale, quand même, c'est important. Évidemment. Après, il y a participation et participation. Et puis il faut finir le deal aussi. Non mais il y a participation, genre, est-ce que t'es la 3e option d'une équipe qui va en finale ? Est-ce que c'est toi qui la porte ? Est-ce que quel genre de finale tu fais ? Il y a plein de trucs, quoi. Regardez Jason Kidd, qui peut-être sera amené à être mentionné dans le classement. Jason Kidd, il en a perdu 2 fois. Une équipe genre de bras cassés dégueulasse avec un coach NBA, aveugle. Et après, il va chercher en finale NBA, l'autre. Bien sûr. 2 fois. Et après, il va aller chercher la sienne. Et c'est vrai que par contre, s'il avait fait une de ces 2 bagues-là, attention. Ça impacte différemment. Attention. Nous sommes d'accord. Notre fameux classement des meneurs, là. Nous sommes d'accord. Attention. Nous sommes Mais d'accord. bon, ce n'est pas le cas. On est bien d'accord. Et enfin, je crois que c'est la dernière question, tout à fait. Alors celle-là, elle est violente. Donc on va se prendre quelques minutes. Vas-y. Question de Fire Phoenix. Comment tu dis le nom ? Fire Phoenix. Pas mal. Avec un Y, donc je suis pas sûr. Fire Phoenix. Il a pas mis de I à Phoenix avec un Y. Bref. Question totalement subjective. Attention. Si vous pouviez changer un moment dans l'histoire,
Quelques exemples. Pas de blessure pour D-Rose, Drazen vivant, pas de bavure pour les Kings en 2002, MVP des finales pour Curry en 2018, etc. Quel moment choisirez-vous et à quel point impacterait-il vos classements? Juste une estimation de combien de places gagneraient les personnes concernées. On avait mentionné avec Chris Webber le fait que s'il n'y a pas la bavure de 2002, attention. Mais c'est pas le moment que je choisirais. Non, moi non plus. Juste un moment, quoi. Un fait moment. De jeu, quelque non, chose. Non, ça peut être une draft aussi. Une draft? Ah ouais. Ok. Qu'est-ce que je ferais, moi? C'est une bonne question, ça, dis donc. C'est une sacrée bonne question. Moi, j'aurais bien aimé que le shoot de Paxson il fasse brick en 93. Ça change la donne pour Barclay? Tu sais, un bon truc bien dégueu. Bah, en fait, du coup, t'as peut-être un Game 7. Oui, il y a peut-être un Game 7. Et un Game 7, c'est un délire. Ouais. C'est à Phoenix en plus. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Mais bon, je sais pas si c'est forcément ce moment-là que je choisirais. Moi, toujours sur Phoenix, hein, j'ai un petit coin flip quand même que, bon, bref. Allez. Hein? Tu sais, sur quel côté la pièce retombe à Phoenix, tu sais qu'il y a des mecs qui changeraient bien un petit moment quand même. Ah oui, non, mais là, oui, non, complètement. Ah bah là, ça change des choses. Bien sûr. Je sais pas si ça impacte tellement le classement, parce qu'en fait, l'ami Karim Abdul-Jabbar, hein, vous irez voir nos enquêtes, qui est concerné par cette histoire. Est-ce que ça change vraiment son classement all-time? Pas vraiment. Peut-être qu'il se blesse parce que vous avez un staff de merde. La vraie question, c'est quels sont les joueurs dont le classement all-time est vraiment modifié par un moment bien précis? Moi, je crois que s'il n'y a pas Malone qui fumble sa balle au poste en 98, attention. Ah bon? Attention, à voir. Bah, Chicago mène 3-2 quand même. Hein. Bah ouais, t'égalises et après t'as 7 à la maison. Enfin, je veux dire, eux2 là, eux2 tu leur mets une bague. Ah bah bien sûr, si tu leur mets une bague, c'est pas pareil. Si tu mets Stockton et Malone, tu mets une bague, sinon dans les autres copains. On est d'accord, c'est pas pareil. J'avoue que sur les finales de 2019... Le 4 juillet 2016, là, KD qui prend une décision un peu... Il y a 2-3 classements qui ont changé quand même. Il y a 2-3 classements qui ont changé parce que ça impacte les finalistes, ceux qui ont gagné et les trompas. Ah, c'est une sacrée décision. Oh putain. C'est une sacrée décision. Je vais prendre le 4 juillet 2016. C'est pas mal. Tu prends le coin flip, c'est vrai que c'est sale quand même. Mais je sais pas si ça impacte tant que ça la carrière, ça impacte un club, mais est-ce que ça impacte tellement notre classement all-time, tu vois, par rapport à la question qui est posée? Je comprends, ouais. Pas tant que ça en fait finalement. Donc tu prendrais quoi toi par exemple? Moi je pense que dans la lignée... La blessure de Grant Hill. La blessure de Grant Hill. Peignard, ah ouais. Qu'est-ce que... C'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'effectivement des fois tu as des moments très précis qui sont vraiment une toute petite ou séquence de jeu ou en dehors du terrain ou quoi qui changent. Le shoot de Ray Allen qui rentre pas? Shoot de Ray Allen qui rentre pas, ça change la legacy de qui ça vraiment, je veux dire? Non, c'est vrai qu'il y en a plus par rapport à Tim Duncan, est-ce que ça change tant que ça son classement? Manu, tout ça change pas grand chose. Il y en a un ou deux. La legacy de LeBron peut-être? Ouais, de Wade, mais non, pas tant que ça. On est d'accord. Ils sont déjà à Tirago et tout. Non. Ça change forcément, et d'ailleurs, pas sûr. Enfin, tu vois, genre, il peut encore se passer beaucoup de choses. Bill Walton, on a fait un what if. Ouais, Bill Walton, les blessures. Ah, s'il a 2 pieds, Bill Walton. Ouais, j'avoue. Parce que l'autre, avec 200 matchs, il est top 60. Je sais pas si t'as conscience. Si, j'ai conscience, ouais. si, j'ai bien conscience. Ok. Non, mais voilà, ce serait ça. 4 juillet 2016. Ouais, 4 juillet 2016, c'est bien. Du coup, avant que je prenne les grosses tablettes, je rappelle évidemment poser toutes vos questions dans les commentaires. On regardera la semaine prochaine ce que ça va donner quand on sera definitely dans le top 50 et qu'on aura pu regarder en arrière. Avant que je distribue les tablettes, Léonce, le tableau d'Alex avec les places 100 à 52. Tiens, Alex, pour toi une tablette. Et voici le mien. Le classement des places, je ne sais plus, 100 à 52 aussi. Ceci est un stylo. Prenez mon corps. Merci, monsieur. Voilà, tout ce qu'il faut. Et donc, on va se permettre. On est sur les places 51, 50. Donc là, je mets mon 51. Donc là, on met le 51. Là, on envoie les tableaux, là? C'est bon, c'est envoyé. C'est envoyé, Alex. C'est bien, le taf est fait. C'est ça. Donc, on est en place 51. Ah, d'accord. Ray Allen. Manu Ginobili. Je suis déçu, là. Tu vas même pas rentrer ça dans ton top 50? Petit bras, là. Petit bras. Là, franchement... Ok, bon. Moi, je l'attendais pas aujourd'hui du tout. Hein. Moi non plus. Moi, je l'attendais en mail. Non, il faut être sérieux un moment. Ça, je suis content de te l'entendre dire.
Du coup, on n'a pas un si gros écart que ça sur Manu. Finalement, on a quoi, 10 places ? On a 10 places. Ça va. Le running gag a ses limites. Ça va. T'as pas tant blasphémé que ça, quoi. C'est un léger blasphème, quoi. Bah, moi, je vais m'occuper de tous ceux qui ont pensé que c'était un blasphème. Mais je t'en prie, d'abord parle de Ray Allen. Ray Allen, t'en as très bien parlé, il me semble que c'était la dernière vidéo, si je dis pas de conneries. On a même passé du temps à faire un comparatif ou un petit débat autour du positionnement Ray Allen par rapport à Reggie Miller. Donc, comme vous l'aviez déjà compris, et là ça se confirme aujourd'hui, je mets Ray Allen devant Reggie Miller. Bon, en même temps, je sais pas combien j'ai de place d'écart dans mon classement entre Reggie Miller et Ray Allen. C'est ça, il y en a 5, 6, énormissime. Comme ça. Je pense que t'avais déjà très bien dressé le portrait de Ray Allen, longévité incroyable, mine de rien, il y a 2 bagues, il y a une bonne dizaine d'All-Star Games, non 10, c'est ça, 10 tout à fait. Il y a quasiment 25 000 pions, il y a 1300 matchs. Il y a même plus que 25 000 pions, je crois. Non, je crois pas. Ah ouais, okay. Je l'ai noté, attends, bouge pas. 24 505 points en carrière. Pardon. 24e all-time au moment où nous parlons. Parce que je crois qu'il y a des gens derrière qui arrivent. Ouais. Tu peux avancer ta cale, Jésus. Ouais, salut. Ouais, c'est pas Nazareth. C'est chaud, c'est chaud. 1300 matchs de régulière, plus de 170 matchs de play-off. Ouais, terrible. Une éthique de travail, un pic, t'en as très bien parlé. Dans ces années, les meilleures années de Ray Allen, c'est au Sonics, c'est 2005, 6, 7, par là, où c'est du 25-5-5, avec des pourcentages aussi au tir affreusement sales. Aujourd'hui, mine de rien, il est à 2973 3 points rentrés en carrière. Je crois qu'il n'ait pas été chercher 3000. Il en a quand même presque 500 d'avance sur Reggie, en un nombre de matchs un tout petit peu inférieur que Reggie, parce que Ray Allen est à 40% en carrière derrière l'arc. D'accord ? C'est-à-dire que Ray Allen, il en a mis 2973 sur 7429 tentatives. Je suis allé m'amuser à prendre les stats, ok ? Il y a un certain barbu, là, je sais pas si tu vois, le barbu là, qui fait des stats. Il en a 2200 sur 12 000. Il en a 2272 au moment pile où on fait cette vidéo, évidemment. Ouais. Le temps qu'elle sorte, limite, ça va changer, tout ça. Mais il est déjà à plus de 6000. Ça voudrait dire qu'en 1200 tentatives, les prochaines, il faudrait qu'il en rentre 700. Il faudrait qu'il tourne à 65% sur les 1200 prochaines tentatives pour être dans le range de Ray Allen. C'était pas possible. Par contre, on va éviter de parler de Stéphane Curry aujourd'hui parce qu'en l'autre, j'ai fait le truc, mais c'est un délire. Non, c'est un blasphème. Non, mais c'est un grand délire. Ouais. Mais il y a moyen qu'on y arrive. Mais il y a moyen qu'on en parle à un moment donné. Ray Allen, joueur complet, et surtout, son éthique de travail. J'avais fait un papier là-dessus sur Trash Talk quand il a officiellement pris sa retraite. Et que on a commencé à se dire ok, ça y est, bon, c'est vrai que c'était un peu crado comme tu l'as bien précisé, enfin pas crado mais cette sortie n'est pas à la hauteur du joueur. Voilà, trop dans l'intimité et tout machin. Oui, puis un peu chelou quand même. Ouais, un peu chelou. Cher Communique, frère. Ouais, c'est ça, c'est un peu chelou, c'est dit les choses. Trop discret, il a merdé, il a pas fait l'annonce quand il fallait et tout. Ça, c'était merdique. Par contre, du coup, quand même, quand il a raccroché vraiment officiellement, on s'est rendu compte aussi du joueur. Tu peux prendre du recul, comme on en parlait tout à l'heure avec la question. Et il y a un truc vraiment, moi, que je pense qui est assez incroyable chez ce joueur, c'est l'éthique qu'il a eue de A à Z dans toute sa carrière, la façon dont il a travaillé. Il n'est pas le seul du tout. Mais lui, ce qui est assez intéressant dans sa carrière, c'est que ça a payé de ouf au moment exact où il fallait. Parce que pour rentrer ce 3 points, ce fameux 3 points, il n'y a pas que celui-là, hein, mais celui-là, pour prendre pas, rien que cet exemple. Ray Allen, en 2013, il doit avoir 36 piges. 35. Ok ? On est en finale NBA, donc on est en juin. On est déjà au 6e match. Il a 35 et quelques minutes dans les papates. Je veux dire, c'est pas juste un role-player qui joue 12 minutes à l'époque, encore au hit, là, Ray Allen. Il est prêt. Pour avoir encore les jambes de prendre ce jump shot, cette belle suspension, la lucidité pour reculer derrière la ligne 3 points et de faire une ficelle comme ça dans le corner, il y a du talent, il y a de la précision, il y a de la technique, il y a tout ce que vous voulez, il y a du mental, mais il y a surtout énormément de travail. C'est un peu le travail qui rend ce tir. Bien sûr. Et ça, faut pas l'oublier, et c'est quelque chose de très fort dans la carrière de Ray Allen. Mine de rien, sa régularité est quand même vachement impressionnante. Alors après, 51, moi il rentre pas dans mon top 50, il en est pas loin, hein, comme on peut le constater, il a la bataille avec d'autres gars et tout machin. Porter vraiment une franchise, c'est-à-dire qu'il est champion avec les Celtics en 2008, il
il est dans un Big Three, avec Paul Pierce qui est MVP des finales, avec Kevin Garnett qui est défenseur de l'année quand même, cette année-là, tu vois, c'est quand même pas rien. Il est là, hein, Ray Allen, il est très important. Mais c'est pas lui qui porte. Non. Et clairement, en 2013, c'est pas lui qui porte non plus. Il joue avec LeBron James et Dwayne Wade. Donc là, à un moment donné, tu portes pas. Lui, il porte ses couilles. Voilà. Mais... Donc du coup, tout ça, bon an mal an, en faisant cette espèce de mixture par rapport à tout ce que tu avais dit, voilà, il est atterri en 51. C'est ça, on est dans il un est bordure top 50. On est d'accord. Monsieur Ray, Monsieur Jésus, voilà, on est là. Certains l'ont mis dans le top 50, Ray Allen. Il y a ce côté légendaire, iconique, qui peut rentrer en compte, mais c'est vrai que moi non plus, il rentre pas. Ouais. Bah non, toi tu l'avais juste avant là, quelques places plus haut. Je l'avais dans la vidéo précédente, tout à fait, puisque nous étions sur le débat du milieu. Tiens, je veux bien que tu me passes un effaceur pendant que tu nous parles de l'Argentin. J'ai mis Manu Ginobili en place 51, donc évidemment le running gag aura duré assez longtemps. Je me suis fait plaisir dans les commentaires de la semaine dernière et dans celle des semaines précédentes, parce qu'apparemment, j'ai besoin de revenir sur quelque chose. Il y a des gens qui considèrent que c'est un blasphème. Ouais, vas-y. Ouais. J'ai vu beaucoup de Manu Ginobili blasphème, tout ça, Manu Ginobili devant... Dans quel sens, je veux dire 51ème, comme quoi il serait devant certains joueurs, genre des Reggie Miller. Les gens, ils savaient pas que tu l'avais mis en 51ème à l'époque. Non, mais ils se doutaient que vu qu'il était toujours pas sorti, il allait être devant ces joueurs qui étaient cités. Devant Ray Allen, devant Reggie Miller. C'est ça. Devant d'autres gars, devant Melo, j'ai pu lire, etc. Magnifique, choses magnifiques comme ça. Oh, devant Melo quand même, merde. Ça, ou non, mais devant Tony, par exemple, certains aussi l'ont mentionné, bref. Moi, je vais être très clair sur Manu Ginobili. Vas-y, sois clair. On est sur un joueur qui a... Je vais être claro que si. On est sur un joueur qui a réalisé des choses que personne d'autre n'a fait dans l'histoire de la NBA. Je vais m'exprimer ainsi. Combien de joueurs ont remporté l'Euroleague, une médaille d'or olympique et un titre NBA? Ok, oui. Ils ne sont que deux. Il y a lui et Bill Bradley. Il l'a pas fait juste comme ça une fois. Il a 4 titres NBA. Et souvent, quand on regarde la carrière de Manu, on ne prend que la NBA en compte et on se dit, bon, oui, il y a cette médaille d'or avec Athènes, mais on ne sait pas, par exemple, ce qui s'est passé en Italie avant qu'il débarque en NBA. Parce que Manu, il débarque à quel âge en NBA? À 25 ans. Ouais, 24, ouais. Il débarque à 25 ans NBA. Donc il y a un peu de basket maintenant. C'est comme si vous aviez 6 ans sans Luka Doncic, là, à peu près, de 19 à 25. Donc ce qui se passe en Italie, c'est que on a 2 fois le trophée de MVP en Italie. On a ce qu'on appelle le triple crown en Europe, ce qui est donc remporter le championnat d'Italie, remporter la Coupe d'Italie et remporter l'Euroleague. C'est quand même un truc un peu... Ça peut peser, quoi. C'est bien. Ça peut être pas mal. Tout ça en étant MVP, évidemment, de la finale de l'Euroleague, meilleur scoreur de la compétition. Une fois qu'on a géré l'Europe bien comme il faut, on va aller en NBA. Et c'est là qu'on en vient à un débat qu'on a déjà pu avoir par le passé, et qui est celui d'être soit le patron, et c'est pour ça qu'il ne rentre pas dans le top 50. Je l'ai mis au porte-porte à la 51e place, donc là il est vraiment devant le bouncer. C'est ce côté, non, il n'a pas pu être patron en NBA. Et c'est vrai, il n'a pas pu être le franchise player. Mais ce qu'on ne réalise pas assez, je trouve, avec Manu Ginobili, c'est quand est-ce qu'on va revoir un joueur de ce talent-là, Hall of Fame First Ballot, zéro discussion, qui accepte de jouer plus de 70% de ses matchs en carrière en sortie de banc. Non mais l'effort, la mentalité de groupe, le sens du collectif. Je vois Ginobili, personne ne le conteste, hein. Bien sûr, mais je trouve que c'est un peu trop. Je trouve que c'est un peu trop acquis, tu vois. On se dit bon bah oui, il est 6e homme, donc du coup oui, il n'a que 14 000 points en carrière, et oui, il n'a que 4 000 rebonds, et oui, il a que tant de milliers de passes, et donc il est que 2 fois All-Star. Ouais, c'est vrai. Mais quand t'es un joueur qui met absolument tout dans ses actes et dans ses propos pour la victoire, bah je suis obligé de le prendre en compte dans la greatness. Parce que Manu, c'est lui qui, communément avec les Spurs, main dans la main, vont dire « Écoute, c'est quoi le mieux? C'est que je puisse être titulaire ou là, pour qu'on soit bon tous les ans, pour qu'on ait le meilleur bilan, tout sport collectif confondu aux États-Unis pendant 25 ans, ce soit le bilan des Spurs ?» C'est une décision aussi qui lui revient. Évidemment, il y a l'impact de Duncan, de Tony Parker et de Greg Popovich. Mais ce que je vois juste, c'est que par rapport aux actions de Manu, ce qu'il a décidé de faire avec les Spurs, c'est quoi les résultats? Il y a 4 bagues, et puis il y a cette stat qui apparemment serait anodine pour certains. Parmi les joueurs qui ont joué plus de 800 matchs en NBA, c'est qui a le meilleur bilan de victoire de tous les temps? Oui, c'est Manu. Bon, peut-être, ouais, je sais pas. C'est Manu. Ok, bon. Ouais. Non mais je veux dire, c'est donc le joueur qui a gagné qui a le meilleur pourcentage de victoires de tous les temps, c'est un blasphème de le mettre devant d'autres.
C'est ça qui m'étonne en fait quand je vois. Oui, mais là, ce que tu fais, c'est que tu compares une stat collective qui est. Je veux pas dénier le talent de Manu, mais tu parles de pourcentage de victoire pour classer un mec dans un classement individuel. Le mec jouait avec Tim Duncan. D'accord. Il était coaché par Greg Popovich. Ça aide à gagner. Donc, tout à fait. C'est ça que je veux dire. C'est ce que je viens de dire. Donc, à ce moment-là, on va prendre l'individuel et donc on va regarder que Manu Ginobili, par exemple, comme tu l'as précisé quand tu as fait le profil, en 2005, on peut le mettre totalement MVP des finales. Puisque sur l'intégralité des playoffs, plus les finales NBA. Ça aurait pas été un scandale. Ça n'aurait pas été un scandale. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Quand on le voit avec justement l'Argentine, on parle souvent en effet du fait qu'il y a eu une médaille olympique, une médaille d'or. Bon, il n'y a pas énormément d'équipes à part Team USA qui ont eu une médaille d'or olympique en fait. Y a-t-il eu une médaille de bronze aussi olympique? Oui. Y a-t-il eu une deuxième place à un mondial? Oui aussi. Enfin je veux dire, il y a cette médaille qui est très sympa, mais je veux dire, c'est quoi l'Argentine avant Manu Ginobili en basket? Ils sont champions du monde, si je dis pas de bêtises, au début des années 50, mais sinon c'est le basket argentin. Il y a beaucoup de joueurs qui, de la même manière qu'on voit des Canadiens qui débarquent aujourd'hui en NBA et disent merci Vince Carter, il y a beaucoup aussi de joueurs sud-américains qui débarquent et qui disent merci Manu Ginobili. On est plus que juste sur un sixième homme. C'est ça en fait qui m'étonne, c'est que je peux comprendre qu'on regarde souvent, et on l'a mis dans nos arguments, le fait que Manu Ginobili, on regarde les totales de points, de rebonds et de passes. Bah on les prend en compte, on regarde pas que ça. Non, je dis pas que ça, on les prend en compte. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand on prend ça en compte, on ne prend pas le fait que ce mec, qui va être un First Ballot Hall of Famer sans discussion, est pris et accepté d'être sixième homme. Et c'est ce qui fait notamment le succès. C'est pas ce qui fait le succès des Spurs, c'est ce qui fait notamment le succès des Spurs. Quand je regarde le joueur complet, on peut parler de son palmarès, mais il y a aussi la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle, on se dit, bon, bah écoute, oui, en effet, on regarde les Giannis, les Harden, etc. L'Eurostep avant eux, c'est qui en NBA? L'intronisation du Eurostep? Avant Manu, qui Non, avant eux, c'est Manu. C'est Manu qui l'apporte, notamment le Eurostep, le lasso de Bodiroga. Je veux dire, techniquement. De toute façon, c'est un truc européen, quoi. Oui, tout à fait, mais je veux dire par là, les joueurs qui ont apporté aussi techniquement, parce qu'on parle des statistiques, etc., mais juste le joueur aussi techniquement, passe laser. Aujourd'hui, on voit Luka Doncic qui fait des passes entre les jambes des joueurs, Trae Young aussi, Nikola Jokic, pareil. Toutes les vidéos qu'on voyait dans les années 2000, c'est notamment Manu qui faisait des petits ponts. Non, mais très créatif à la passe. Après, ça dépasse entre les jambes des mecs créatifs à la passe. Il y en a eu avant Manu quand même. J'ai pas dit ça. Là, c'est toi qui déforme mon propos. Voilà. J'ai dit simplement l'Eurostep. L'Eurostep, je suis d'accord. Je pense que Harden est le premier à dire qu'il s'est inspiré de Manu, par exemple. Mais bien sûr, mais attends. Manu Ginobili, le talent et le génie est absolument incontestable. Je pense que j'en ai parlé quand je l'ai casé 10 mais bien sûr. 10 places avant. Non, mais quand je vois juste ce qu'il apporte en termes techniques dans un collectif et ce joueur en fait qui... Tu vois, moi, poste égal, je peux pas le mettre poste arrière, poste 2, hein, Manu, t'es d'accord, hein. Je le mets pas devant Reggie Miller et je le mets pas devant Ray Allen. Eh bien, la seule manière... Au même poste. Après, je les mets pas non plus hyper loin les uns des autres, mais là, clairement... la seule manière pour moi de résoudre cette question, et la réponse, elle a été directe pour moi, c'est le compétiteur. Si demain, tu me dis de jouer ma vie, et tu me dis, tu prends Manu Ginobili, Ray Allen ou Reggie Miller... Oh putain, j'hésite, moi. Alors là, j'ai zéro hésitation. En termes de compétiteur, de mec qui met son corps jusqu'à 40 ans sur le terrain... Reggie Miller, il discute, hein. Et Ray, je viens d'en parler. Oui, bien sûr, mais je trouve juste que Manu, en termes de compétiteur, ce qu'il a montré jusqu'à 40 ans, à faire des sacrifices dans tous les sens, à mettre son corps sur le terrain. Ils ont joué jusqu'à 37-38, tu vois, genre... Pas à prendre des passages en force comme il le faisait lui à 40 piges. Pas à défense comme ils ont pu le faire, je trouve. Je trouve que ce que Manu a montré... Argentine, là. Bah, on a l'impression que c'est un compétiteur lambda, attends. Non, c'est pas ce que je dis. Je le mets en relief avec des Ray Allen et des Reggie Miller. Des mecs à la longévité et au mental hallucinant. Oui. Ça va, tu vois, genre, c'est pas non plus... Toi, à t'entendre, on dirait que, genre, il les défonce. Bah non. Pas du tout, même pas sur le mental, je veux dire. Ah. Même sur le mental, il les défonce pas du tout, quoi. Mais juste en termes de compétiteur, je trouve personnellement que Manu, si demain... Mais ce n'est que mon avis, c'est pour ça, c'est un top 100. Et si t'as le chute de la gagne à prendre? Bah moi, j'ai dit pour un match, là, tu vois. Ouais, voilà, mais tu vois, donc on peut action... mettre plein de situations qui peuvent arranger plus ou moins notre argumentaire, c'est ça que je veux dire en fait. Oui, bien sûr, après un match complet, c'est un peu plus un match complet, que juste une séquence. Que Reggie Miller et RRS, c'est intéressant aussi. Hein. Oui, tout à fait, mais même vieux quoi. Mais il y a un débat. Ah ouais, bah d'ailleurs, ils sont dans des places. Je veux dire, même toi, en fait, Manu Ginobili, tu le mets pas tellement devant Reggie Miller et RRS. C'est pour ça, tout à fait, mais c'est juste moi par aussi, rapport finalement, à ce que... ils sont dans la même. C'est juste que ce que j'ai pu lire, c'est que c'était Manu 60e, 61, un truc comme ça. C'est ça, donc 10 places. Tout à fait, c'est juste que ce que je lisais, c'est que c'était un blasphème, alors que je pense qu'on ne prend pas assez en compte les choix qui ont été faits par Manu et par les Spurs sur sa carrière. Oui, en effet, à titre individuel, du coup, ça le met en retard par rapport à d'autres.
Mais vas-y. Oui, mais tu sais bien, quand les gens parlent de blasphème, souvent il y a beaucoup d'émotionnel dans le mot blasphème. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, des fois, tu fous, mets des joueurs dans le même range, mais quelqu'un va considérer que moi j'ai ultra déconné parce que c'est juste impossible de mettre Reggie Miller derrière Ray Allen, alors qu'en fait ils ont 3 places d'écart dans mon top 100. Donc en gros, je les considère dans un range vraiment très proche. Et après, c'est toute une discussion, c'est de l'appréciation, c'est les lignes de stats, les palmarès, les ceci, les cela, comment on estime leur mental, leur legacy, qui rentrent en compte. Mais tu vois, genre, pour moi, les gens, ils parleraient de blasphème, par exemple, je sais pas, genre, si tu avais débarqué avec un Manu Ginobili dans le top 30, j'aurais été là, genre, bah non, bon, mec, pour moi, ça, c'est un blasphème. Bon, évidemment, là, pareil. Tu me le sors en 51, bon, je suis pas d'accord. Mais ça va, je vais pas parler de blasphème, tu vois, il y a toute une nuance. Parfois les gens font pas de... Parce qu'il y a de l'émotionnel, quoi. Ah non, mais ils te parlent de blasphème parce qu'il y a 2 places d'écart. Je suis bien d'accord. Et je pense que là-dessus, quand nous on regarde sa carrière à lui, il n'y a pas forcément un énorme... Enfin oui, il y a 10 places, mais bon, on a le même respect pour ce joueur-là. Ah, le respect, il est là, mais il y a quand même 10 places d'écart, tu vois. Genre, on a des joueurs entre les deux. Tout à fait, je savais juste qu'aujourd'hui, là, j'aurais une tribune de quelques minutes pour parler de Manu. Respecter Ginobili, ses choix de carrière et ce qu'il a pu faire. Parce que je pense que le prochain mec qu'on voit comme ça et qui du coup va contribuer à une équipe qui va continuer à gagner, bah, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un Hall of Famer qui accepte de sortir du banc pendant 700 matchs dans sa carrière. Ouais, tout à fait. Mais après, il faut tout un contexte favorable aussi, quoi. C'est ça. Mine de rien. Ouais, comme pour plein d'autres joueurs. Comme pour plein de joueurs, tout à fait. Mais je veux dire, faut pas l'oublier dans le cas Manu Ginobili. Bien sûr. Voilà pour la place numéro 51. On passe en 50 ? Bon, bah c'était sympa, ça. Et bah voilà. Donc en 50. Échauffement. Donc on rentre dans le top 50. Ça y est, on y est. Alors, bah j'ai un petit joueur un peu sérieux, moi, en 50, hein, qui était pas facile à classer d'ailleurs. Je sens le blasphème. Là, par contre, je sens le blasphème. Qui tu as mis ? Bill Walton. Ah, il est là ? Pourquoi pas ? Faut bien qu'il soit quelque part. Chris Paul. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais toujours pas mis ? Chris Paul dans ton top 50, toi. Oui. Ça, tu sais que ça va faire réagir des gens, ça. Ah bah de toute façon, aujourd'hui, c'est pour Vivi. Le hashtag, hein, Bastien est amoureux de Chris Paul. Vous pouvez le lancer tout de suite. Juste, tu l'as mis en combien, Chris Paul ? Il y a 3 places ? Oui, c'est ça. Oui. Vidéo précédente. Oui. Il était au portillon. Oui, je vais passer le même carnet, attends, bouge pas. 52. 53. 53. Tiens, Bill Walton, j'avais complètement zappé que tu l'avais pas mentionné. Il est dans ton top 50. Oui, il est pile poil à la porte. Avec 500 matchs en carrière ? Ouais. D'accord. Ah ouais. Ok. Parce que s'il avait 800 matchs, je pense qu'il serait dans mon top 25 en fait. Ah bah s'il n'y avait pas de guerre c'est dans un le monde, délire. tout le monde serait Non mais gentil. voilà, exactement. Donc il a bien fallu à un moment donné que je tranche. Donc je le mets un petit peu plus haut que toi, mais pas non plus de ouf. Je le mets certainement beaucoup trop haut pour des gens. Étant donné le 57, moi je limite. le côté très court de sa carrière. Mais à un moment, en fait, son span de 2 ans, de 76 à 78, bon, il y a le titre Celtics, 6e homme, il se reconvertit après toutes ses blessures, toutes ses galères chez les San Diego Clippers, même les Los Angeles Clippers, même je crois au moment où il le trade et tout, enfin on s'en fout. Buffalo Braves. Donc, non, Buffalo Braves, ça, Bill Walton, il a pas connu ça. Je déconne. Lui, il est arrivé à San Diego, il a dû connaître le Los Angeles Clippers. Bref. Il y a ce titre, 6e homme, il est d'ailleurs 6e homme de l'année, ok, pourquoi pas. Il est premier de la draft 74, c'est que 74 sa draft. Hein. Il est premier de la draft 74. Assez bizarrement, alors qu'il a quand même envoyé du genre 13 points, 13 rebonds, puis déjà quasiment 3 comptes et 5 passes d'ess par match. Il n'est pas Roy. Non. Il y a un certain Jamal Wilkes qui est Roy, mais il est même pas dans la rookie team. Ce qui est assez surprenant, je trouve. Bon, enfin, c'est pas très grave, c'est juste pour le noter parce que ça m'a fait marrer quand j'ai checké un peu Bill Walton. Je me suis dit, putain, il est même pas dans la rookie team. Je suis là, genre, ça existait pas à l'époque, tu vois, genre, ils en faisaient pas. En fait, si, ils en faisaient. Il y avait pas Bill Walton dedans. Bon. Tu vois, merde, 13-13. Aujourd'hui, un rookie qui débarque, 13-13, 5 passes, 3 contre. C'est bien sûr. 13-13, 5 passes, 3 contre. Mais on est là, genre, mais lol! C'est le rookie de l'année. Ouais, voilà, tu vois, genre, voilà. Bref. Et dès sa saison, sa 3e saison, 76-77, il est meilleur rebondeur, meilleur contreur, MVP des finales. Il domine, comme tu l'as très bien mentionné quand tu as parlé de lui. La saison, et donc champion, MVP des finales, champion. Et la saison d'après, il est MVP de saison régulière, pareil, en 19 points, 13 rebonds. Ça, c'est le Bill Walton, je l'ai
19 points, 13 rebonds, 5 passes, une interception, presque 3 comptes par match. Combien de matchs de quoi joués sur cette saison? J'ai pas le chiffre. Non, mais c'est ce que j'avais mentionné, il est MVP en 57 matchs. Ouais, voilà, c'est ça, il a un peu moins de 60 matchs. Il a joué juste les 2 tiers. C'est violent. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais c'est aussi toute la carrière de Bill Walton. C'est-à-dire que le mec, non, je voulais dire, pardon, pas de longévité, il a joué très peu. Il a tellement marqué les mecs qu'ils l'ont foutu quand même MVP de cette régulière-là. Tu vois. Il a joué les finales en 77, il les a déglinguées, les finales de 77. Il avait un niveau complètement incroyable, très all-around pour un pivot. Défense, passe, rebond, contre évidemment, mais ça scorait pas mal et tout. C'est une putain de légende, Bill Walton, qui a effectivement eu des problèmes hyper relous au pied qui font que du coup, bah, tu vois, j'étais là, dans ce range-là, je savais pas exactement où le mettre. Pour le symbole, je l'ai mis top 50. Bill Walton est un de mes 50 greatest. Voilà, aujourd'hui, au moment où on parle. Après, il y a peut-être des gens dans le futur qui vont le... Par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, Bill Walton fait partie de ces mecs qui peuvent perdre des places avec le temps, parce qu'il peut se faire dépasser par des mecs. Mais aujourd'hui, Bill Walton, c'est un de mes 50 greatest. Malgré les blessures, malgré le peu de matchs, trop fort, trop intelligent, trop dominant quand il a pu dominer, trop fort. Donc, après, oui, si c'était pas blessé, je pense que je serais même pas en train de parler du en 50 et toi non plus, tu vois. Non, bah, on serait là en mode, attends, Bill Walton, Bill Russell, on vient de le dire dans les questions, Bill, tu vois, je veux dire, on serait là, hein, franchement, on serait là. Mais non. Là, on peut pas en être là, donc je l'ai mis en 50, à côté de Ray Allen, à côté de Jésus. Je suis étonné, mais tu sais étonné, quoi, c'est-à-dire je suis étonné, mais je suis étonné. Le mettre plus haut non, en fait, je suis étonné parce que vraiment, j'avais oublié que tu l'avais pas encore mis dans ton classement. Je suis étonné en bien parce que c'est un joueur que, pareil, on sous-estime un peu trop l'histoire. Mais ce nombre de moi, matchs, c'est un de mes 50 greatest. Ouais. Hanada, tant pis. C'est un de mes 50 greatest, j'assume. Bah, on en reparlera. Après, je le mets juste en 50. Hein. Bien sûr. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, moi, j'ai mis Monsieur Chris Paul, qui est dans les 50 greatest. Pas les miens, mais pas loin. Moi, je pense que Chris Paul, sur le jeu pur, fait partie des 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Alors oui, en effet, pareil, il y a des gens qui disent « beaucoup trop » par rapport au fait qu'il n'est pas assez gagné. Et oui, en effet, Chris Paul... c'est le gros talon d'Achille de la carrière de Chris Paul. C'est que y a l'armoire à trophées, finalement. L'armoire à trophées, elle est finalement un peu vidasse. Tu en as bien parlé pendant son profil, puisque tu l'as mis à quelques places. Oui, en effet, il n'a pas la bague, Chris Paul. Pas MVP. Tout à fait. Mais quand je regarde ce qui se passe sur le terrain, quand je regarde ce qu'il a été capable de faire, on a souvent mis en avant ces joueurs capables de mener des coachs un peu fucked up, et tu en avais parlé dans son un peu profil. Byron Scott, encore lui. Byron Scott, t'es allé assez loin quand même, mine de rien, avec les Hornets. On a vu ce que ça a donné avec notre ami Doc Rivers, avec tout le respect qu'on a pour lui. Tiens, apparemment, Billy Donovan, tout va très bien en l'espace d'un été. C'est un excellent coach de basket. Hein. C'est-à-dire qu'après lui avoir torché la gueule quand même pendant 2 ans, quand t'as Chris Paul en meneur, soudainement, tu passes pour une légende. Donc, peut-être qu'il y a une espèce de corrélation. Il faudra y vérifier ça, 2-3 choses. Et puis, quand on regarde les chiffres en détail de Chris Paul et juste son impact et cette espèce de mainmise sur les matchs, j'ai découvert assez récemment qu'en termes de... On savait que son ratio passe décisive, balle perdue, était exceptionnel. Mais en fait, je crois que c'est, en tout cas sur son total, c'est le meilleur de tous les temps. Possible. Je dirais par là que même par rapport à John Stockton qui a 15 000 passes et qui sera jamais rattrapé, je pense là-dessus. Qui perdait pas tant de ballons que ça, Chris Paul, c'est encore. Peut être dans ce délire-là. Figure-toi qu'il y a Magic en fait qui perdait pas tant de ballons que ça. Magic perdait pas tant de ballons que ça. Rondo, ça allait aussi. Ouais, mais après il est moins prolifique quand même. C'est quand même pas le même. Pour moi, c'est pas la même caste. Non, bien sûr. Mais il y avait Stockton, il y a Nash et il y a Kidd qui sont derrière, qui sont pas loin. Nash et Kidd, ça perdait pas, mais un peu plus un Nash quand même. C'est ça. Mais en fait, c'est ce quatuor-là notamment avec Stockton. Et en fait, Chris Paul, il les regarde et il fait mais les gars, en fait, pour 10 passes décisives, je perdais un ballon. J'en perdais 1,5, allez 2 dans les soirs où j'ai les mains qui glissent un petit peu. Non, c'est vrai que Chris Paul perd. Et cette excellence dans le meneur, je me dis mais dans tous les meneurs que j'ai pu regarder jouer, aussi petit et aussi dominant et aussi capable de faire chier un vrai général sur le parquet qui malheureusement général qui perd les guerres quoi. Qui perd les guerres, qui aussi
Il n'y a pas de fumée sans feu qui s'est fait souvent tacler par ses coéquipiers. Alors parfois tu tombes sur des gars pas très malins et il y en a d'autres quand ça commence à s'accumuler, bah tu fais bon. Au bout d'un moment le dénominateur commun. Bon. Quand ça, Chris. Si tu passes de franchise en franchise et que les gens disent bon voilà, mais ça me ramène à ce dossier qu'on est en train de voir et que j'ai très hâte de voir avec Chris Paul, c'est je fais une toute petite parenthèse par rapport à l'actualité, c'est ce qu'on a dit sur Jimmy Butler pendant des années. Cette espèce de leader, etc. On se disait genre, tiens, espèce d'enfoiré, etc. Avec les Bulls, puis avec les Wolves, etc. Et puis soudainement, ce qui se passe là avec Miami, par exemple, bah t'es au bon endroit au bon moment. Et puis cette fois, t'es plus en fait un connard leader, t'es un vrai leader. Bah je me demande en fait si on n'est pas à ça, par exemple, comme déclic pour un Chris Paul. Il serait temps pour Chris Paul, parce que par contre, on n'a pas sur la même horloge. Tout jeune. On est d'accord. Mais tu vois, pour ce genre de mec là, en termes de what if, si t'avais mis un Chris Paul dans une franchise comme par exemple avec la nastiness d'un Spurs par exemple ou d'un Miami avec un Pat Riley qui est compétiteur du soir au matin, bah, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne parce qu'en termes de pur compétiteur pour sa taille, il est minuscule. Enfin, il fait passer Stephen Curry pour un géant, hein, qu'on soit d'accord. Chris Paul, c'est quoi, un 83 ? Oui, ou 83,5. Ouais. Voilà, c'est assez petit. Bah, je trouve que ce qu'il a fait par rapport à son taille-poids est assez exceptionnel. On parle souvent de ses passes décisives, mais alors... le shoot à mi-distance, c'est terrible. La propreté globale au tir est incroyable. Moi, j'ai toujours gueulé lay-up quand Chris Paul il shoot à mi-distance. Enfin, il le disait lui-même. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous me faites chier avec les 3 points. Son petit fadeaway derrière les écrans là, à 5,50 m là, c'est clair que c'est dangereux. Le surnom Point God, la résurrection des Clippers quand même si on la doit aussi beaucoup à Blake Griffin, c'est Chris Paul qui a fait porter des maillots, qui a fait des Clippers une espèce de destination où les gens voulaient aller, parce que c'était le meneur qui distribuait les bagues, qui a fait de DeAndre Jordan quand même un All-Star, no disrespect, mais bon, c'est quand même quelque chose. Je rajouterais juste petit coup du sort à mon avis du timing de nos émissions. Je crois que tu l'as placé il y a 2 semaines ou un truc comme ça. La semaine dernière Non, la dernière, la 53. La dernière, c'est ça. 53, Chris Paul. Et je pense que c'était soit juste avant, ou peut-être 24 heures avant, notamment tout ce qui s'est passé autour du All-Star Game, etc. Je crois, parce qu'on l'a pas mentionné. C'est aussi lui, par exemple, le président des joueurs qui... C'est sur son CV, hein. Si le truc du All-Star Game marche, cette espèce de fin, notamment avec cette nouvelle fin, on la devra notamment à Chris Paul. Cette espèce de président des joueurs qui a ramené du syndicat, qui a ramené aussi des idées bonnes pour que les joueurs soient dans des meilleures conditions dans lesquelles t'as fait. Et avoir un bon contrat. Et avoir un bon contrat aussi. Et nous, on l'a suffisamment taclé. Avec Léonce à la prod, on s'est fait plaisir parfois sur la tête de Chris Paul. Évidemment, plus d'une fois. Mais, leader souvent critiqué par ses coéquipiers. Tu disais un général qui a perdu combien de batailles. Il y a malheureusement dans cette histoire, je regarde un petit peu les légendes comme ça du jeu qui n'ont pas de bague. Et Chris Paul va peut-être rejoindre cette espèce de caste où en fait mauvais endroit, mauvais moment, frère. Lui, il rentre vraiment dans la catégorie aussi. Il est aussi dans cette catégorie. Il va pas être le seul là dans le top 50. Hein. Ah non. Donnez-lui une bague et c'est plus du tout la même histoire. Exactement. Et donc c'est pour ça que je le mets gentiment dans la catégorie de copains dont on va parler par la suite, où tu te dis putain, c'est quoi ce bas d'alignement des planètes, quoi? Le veto du transfert chez les Lakers, Donald Sterling, ensuite 3-1 face aux Rockets, t'en as parlé. Le fail face au Thunder, je crois que c'était pareil en demi-finale. À chaque fois, il y a eu quelque chose qui n'allait pas pour Chris Paul, la cuisse face aux Warriors. Il y a des cas comme ça de joueurs qui sont exceptionnels, mais malheureusement, quand ça il passe faut pas, passer, ça veut ça pas. passe pas. Donc ça voilà, veut pas. Juste une légende qui, j'espère, gagnera sa bague avant de partir. En tout cas, il fait partie des 50 greatest. On passe en 49 ? Allez. Bah en 49, tu sais que j'ai un garçon, j'ai galéré à le classer. Toi, je sens que t'es taquin aujourd'hui. Une de mes plus grosses galères de classement. Oh, le teaser. Et peut-être un joueur parmi ceux qui peuvent le plus bouger dans les années à venir. Qui t'a foutu ? Il joue en ce moment en NBA ? Ouais, c'est ça ? Je crois qu'on peut le dire, ouais. T'as mis qui ? Kawhi Leonard. Donc je l'ai dans mes 50 déjà. Moi aussi. Tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont dit quoi, top 100 ? C'est pas le cas de tout le monde. Tu sais que dans les commentaires, et il y a des arguments, hein, des mecs qui te le mettent autour de 70. Tu as des arguments, je veux dire, avec lesquels je suis pas d'accord, mais je vois l'angle des arguments. C'est ça que je veux dire. Kevin McHale. En 49, j'ai mis. C'est tu nous as mis Kawhi Leonard en 49e place. Je demande pas de trucs, mais vas-y, tout ce que tu avais prévu de dire sur Kawhi. Très compliqué à classer, parce qu'il y a une espèce de j'allais dire paradoxe, mais c'est peut-être pas le mot exact qu'il faudrait que j'emploie ici, mais je vais quand même l'employer. Une espèce de paradoxe pour l'instant dans sa carrière qui est, finalement, quand tu regardes la carrière pour l'instant de Kawhi Leonard, déjà il est encore jeune,
on est encore loin d'avoir tout vu, Kawhi Leonard. Franchement, bien sûr. On ne sait pas ce qui peut se passer, comme tu dis des fois, toi souvent, s'il se blesse là, gna gna gna. Bon. Depuis combien de temps Kawhi Leonard est vraiment dominant, quoi, 2014-15 par là. C'est ça. Depuis les finales 2014 où il a été MVP des finales, bon. Ok, il est MVP des finales, tant mieux pour lui, mais pour moi, je trouve que c'est un drôle de MVP des finales, on va dire, mais il l'a et il le vole pas non plus, attention. Hein. Non, franchement, mais il score quoi ? Il score 15 points par match, quoi, faut pas exagérer non plus. Enfin, c'est plus que ça, mais oui, je peux comprendre. J'étais devant la télé, je l'ai vu, le Beautiful Basketball et tout, putain, je suis là genre, bon, Kawhi, ok. Je dirais, tiens tête. Voilà. C'est surtout ça, c'est qu'en face, il y a Pépère. Il y a Pépère en face et il est là, l'autre. Et il tient tête. À partir de là, il a commencé à salir plus la feuille qu'avant. Déjà, il a commencé à avoir plus de responsabilités avec les Spurs. Il a commencé à avoir cette passation de pouvoir chez les Spurs. Il a commencé à avoir plus de responsabilités. Et il a commencé à salir plus la feuille en régulière, à devenir un mec qui peut être Deepoy en 2015, Deepoy en 2016. Déjà dans une petite armoire, ça, double défenseur de l'année, Kawhi Leonard est dans le club, d'affilée. Pas beaucoup. Ensuite, il a cette espèce de capacité à progresser qui est juste hors norme. C'est-à-dire que d'où il part, Kawhi Leonard, et l'attaquant qu'il est aujourd'hui quand on parle... Mais c'est n'importe quoi. On vient de passer dans les playoffs à comparer à Jordan. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu prends André Robertson. Franchement, je suis à peine méchant. Hein. Je suis un peu méchant quand même. T'es méchant. Je suis méchant. Bon, ok. Tu prends Glenn Robinson 3. Tu prends... C'est un triangle. Allez, Glenn Robinson 3. Et pan, Kobe Bryant, Michael Jordan, celui que vous voulez, mais je veux dire, dans le footwork, les moves, l'utilisation des mi-distances, il y a de ça. Après, je pense pas qu'il soit au niveau de ces gars-là, mais il y a de ça, tu vois. Ensuite, il y a son physique. Il y a le mec qui fait 2m01. 2m01, c'est la paume. La distance entre son pouce et son petit doigt, quoi. Hein, ou l'index. C'est un grand malade. Ouais. C'est un grand malade en termes d'attributs physiques. Ses mains, c'est fou. Ses bras sont très longs. Il a bien travaillé son haut du corps. Il a une musculation absolument incroyable qui lui donne une puissance maintenant sans être spécialement rapide ou sans avoir forcément... Il a une bonne détente. C'est un bel athlète. Hein. Mais je veux dire, il n'est pas aussi rapide et fluide que pas mal de joueurs de sa taille. Hein. Bien sûr. Par contre, souvent, il est plus puissant, il a les bras plus longs et puis il a des mains incroyables, quoi, tu vois. Il y a l'histoire un peu cradingue avec les Spurs qui ont essayé de le load manager. Elle influe pas trop sur moi finalement parce que derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Il subit un trade, il arrive à Toronto. T'as dit quoi quand ils essayent de le load manager ? Bah, il y a une blessure, il revient pas. Après, il fait 9 matchs, c'est 9 matchs qu'il fait dans cette saison-là. Finalement, il revient pas. Ils essayent de respecter ce qu'il a envie sur sa blessure. Staff médical, il va à New York et tout. J'appelle ça du load management, quoi. Tu vois, ils le font pas jouer, quoi. Alors que peut-être il aurait pu jouer, tu vois. Après, on sait pas trop. Ils le forcent pas, en tout cas. Ils le forcent pas. Ils essayent de arrondir les angles et de faire en sorte que de donner aux joueurs ce dont il a d'abord envie. Ensuite, ils comprennent, les Spurs, que petit à petit, nous-mêmes, on était les premiers à dire ça va s'arranger. Petit à petit, tu comprends que ça va pas s'arranger. Ça se finit en trade. L'autre, il voulait Los Angeles. Les Spurs, ils lui ont fait tiens, tu sais quoi ? Va donc voir au Canada si on y est, tu vois. L'autre, il arrive au Canada, il a toujours pas dit un mot depuis 5 ans, ok ? Et là, qu'est-ce qu'il fait ? 27 points, 7 rebonds, 3 passes, machin. Très bonne régulière, on l'oublie aussi hein. En termes de qualité statistique. Après il y a eu du load management, il y a 60 il y a une bonne vingtaine de matchs ratés je dirais dans la saison avec les Raptors et il nous fait péter des playoffs des playoffs à la Larry Bird, à la LeBron James, à la Michael Jordan, enfin dans ces gars-là quoi, il nous fait péter des playoffs où le gars il arrive en playoff et il n'y a rien à faire. Il a un bon petit alignement des planètes aussi. Je veux dire, pas de Kevin Durant, blessure de Klay Thompson, ça aide. Je ne sais pas si ça aurait changé l'issue des finales, mais on peut se poser la question en tout cas. Bien sûr. En tout cas, lui, il a fait le taf. Ce shoot est incroyable contre les Sixers. Le niveau général de sa série contre les Bucks, c'est une mixtape. Hein. Pourtant, face à une belle défense. Hein. Attention. Face au MVP en titre. Hein ? Face au MVP. Face au MVP en titre, puis face à une belle défense, quoi. On lui met du Chris Middleton, du machin, enfin tu vois, on lui met du lourd, quoi. Tu vois. Blessé. Comment ? Et blessé. Un peu blessé en plus à la cuisse d'ailleurs. C'est ça, c'est la cuisse, hein, je crois. Et donc il y a ce côté fou de Kawhi Leonard. Il y a en même temps ce côté. Bah, en fait, il a quoi ? Il a
4 grosses saisons dans sa carrière. 5 peut-être, pas plus en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas non plus tant que ça. Donc on en a encore beaucoup à voir. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, au moment où on parle, il est quand même dans une saison où moi, il m'énerve avec l'histoire de loge management et tout côté Clippers, même si je les comprends. N'empêche que Kawhi Leonard, quand il est sur le terrain, c'est très souvent le meilleur joueur. Et je dis très souvent, à 98% du temps, c'est le meilleur joueur sur le parquet. Ouais. De temps en temps, il peut tomber sur du Giannis énervé ou tu vois, Harden qui met tout, tu sais, les Rockets, ils les ont soulevés, les Clippers, cette année, avec un Harden incroyable. Ouais, bon, voilà. Tu vois, ce genre de délire, quoi. Mais sinon, voilà. C'est un des. Si je dois faire mon top 5 des meilleurs joueurs de la NBA actuelle, c'est sûr, j'hésite pas une seconde, il y a Kawhi dedans. Tu vois, il y a des joueurs pour qui je vais me dire, attends, est-ce qu'il rentre pas ? Non, Kawhi Leonard, il est dedans. C'est ça. Le simple fait qu'il soit arrivé aux Clippers en a fait des prétendants au titre. Tu vois ? Genre, enfin, c'est un délire quand même. Bien sûr. L'effectif est bon, hein. Mais clac. Il n'arrive pas seul. Il y a un côté efficacité, froideur, pas d'émotion, pas de trop de communication, donc il tient ça des traumatismes, le pauvre, de son adolescence, certainement, tu vois, le côté genre il a envie de mener son truc comme il veut et tout, il est pas forcément peut-être dans le délire de n'importe quel autre gars, parce qu'il a vécu des trucs pas faciles et que je peux pas m'empêcher de croire que ça le marque. Après, je vais m'arrêter là pour la psychologie de comptoir, mais tu vois ce que je veux dire, je peux pas m'empêcher de croire que ça influe sur sa personnalité. Oui, et puis vachement couvert par son oncle et tout. Couvert par son oncle. D'ailleurs, son oncle, est-ce qu'il fait toujours le meilleur pour le joueur ? C'est à discuter. Mais c'est comme ça. C'est sa famille. Ouais, c'est après qui sommes-nous. Ouais, il a exactement. Genre, voilà, exactement. Donc, il y a cette espèce de paradoxe entre ce joueur qui, statistiquement, est fort. Mais enfin, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, j'ai plein de mecs plus forts, hein, statistiquement parlant, que Kawhi Leonard. Oui. Au moins en régulière, déjà sans problème, et même en playoff. Évidemment, il y a cette campagne de l'année dernière, mais sinon, j'ai plein de mecs plus forts, tu vois. J'ai plein de mecs avec des lignes de stats, mais bien plus cinglantes. J'ai aussi plein de mecs avec des armoires à trophées qui n'ont rien à envier à celles de Kawhi Leonard. C'est-à-dire que des mecs. Lui, il a 2 titres de défenseur de l'année, il a 2 fois, il va en finale. Et il est MVP des finales, donc il est 2 fois champion. Enfin, il va 3 fois en finale. 3 fois en finale, pardon, oui, autant pour moi. Il va 3 fois en finale et 2 fois il est MVP des finales. C'est relou quand même. Ah, c'est énorme. Mais il est pas MVP d'une régulière. Il a jamais donné cette impression sur mi-octobre jusqu'à mi-juin de rouler sur la ligue, comme d'autres joueurs. Moi, il me l'a jamais donné, en tout cas à moi. Même l'année dernière avec les Raptors, il me l'a pas donné. Et cette année, il me la donne pas. Il est 2 fois podium MVP. Ah ouais, oh non, mais bien sûr, podium, tout à fait. Il est 1 fois dauphin de Steph et il n'y a rien à faire. En 2016, l'autre. Bah tu vois Steph en 2016, il roule sur la ligue. Ah oui, mais là, attends, il roule. Non mais attends, c'est pour ça, j'essaie d'expliquer mon paradoxe pour classer Kawhi Leonard. C'est pas simple. C'est pas roulé, hein. Ouais, c'est même plus roulé à ce niveau. C'est même pas roulé, là. C'est si vous avez un container, s'il vous plaît. c'est un... Enfin, bref, voilà, vous avez compris ce que... Il est 3ème de l'année suivante avec Harden versus Curry. Vas-y, je t'en prie. C'est ça. Et Harden, non, c'est Westbrook l'année suivante. Oui, donc il doit être 3ème. Bref. Tout à fait. Westbrook, Harden. Kawhi Leonard est un joueur exceptionnel. C'est un futur Hall of Famer. Enfin, je pense qu'ils vont me dire le contraire. Bon, bah voilà, je les attends en tournant. C'est un joueur qui, clairement, a en lui cette espèce de mentalité de la win absolument implacable. Il ne pense à rien d'autre. T'as l'impression qu'il n'a que un ballon orange dans sa vie. Alors que c'est pas vrai, il a une vie de famille. Quand tu te renseignes un tout petit peu, tu découvres qu'il a, je crois, 2 enfants. Enfin, tu vois, genre, il est différent des autres, Kawhi Leonard. C'est aussi pour ça qu'il est plus dur à juger aussi. Vu ce qu'on voit le samedi soir sur TMZ. Ça, c'est encore autre chose. C'est bon, les enfants sont couchés. Bon, si c'était le premier joueur de basket à qui ça arrive, ça, franchement, on peut commencer à lui jeter la pierre là-dessus. Oui, Charlotte, va te coucher, papa est au lit. C'est là-dessus, on peut lui jeter la pierre. Et ce que je veux dire, c'est que pour le mettre plus haut, il m'en faut plus. Et il va très probablement me les donner. Très probablement. Mais en même temps, il y a du monde en face. Est-ce que Kawhi Leonard va de nouveau être champion NBA ? Non, mais c'est ça. Peut-être que là, cette vidéo là, qui est donc février-mars, peut-être que dans 3 mois et demi, en fait, on la prend, la séquence fait tiens, voilà. Il est 3 fois champion, 3 fois MVP dans 3 équipes différentes. Et donc là, automatiquement, on peut recommencer sur 2020. On vous a pas dit 2020-2021, on fait le top 200. Arrête, fais pas ça. Non, on l'a pas dit ça. Arrête. Non mais en plus il y en a qui vont y croire dans les commentaires, c'est ça qui est drôle. Mais non, c'est pas drôle parce qu'après moi je m'occupe de répondre. Bah oui, bien sûr. Vas-y.
là, on peut tout de suite recommencer. Et combien de places faudra ajouter à Kawhi Leonard? On verra. C'est tout à fait le cas Giannis dont tu parlais. Hein. C'est trop difficile à classer aujourd'hui quand tu projettes. Giannis, s'ils sont champions cette année, par exemple les Bucks, tu vas le laisser centième? Bah non. Bien sûr que non. On attendra avant de refaire un top 100 et là on regardera. T'es d'accord ou pas? Bien sûr. Bon, donc voilà, c'était toute ma difficulté pour classer Kawhi Leonard. J'admire son mental, j'admire sa capacité à travailler pour progresser et que ça marche, quoi. Je veux dire, cette année, là, ils sont un peu en galère côté Clippers. Ils ont un souci quand même, je trouve, à la création pure. Kawhi Leonard, ça y est, il est passé à 5 ou 6 passes par match, là. Comme c'est ça, bon. Là. C'est bon, je m'en occupe. Enfin, du coup, ça reste leur point faible, quelque part, entre guillemets, si on veut aller dans l'analyse collective Clippers, mais c'est pas le sujet du moment. Mais lui, par contre, lui, step up direct, en fait. Non, c'est terrible. C'est terrible, quoi. Il n'y a pas une saison depuis son arrivée en NBA où il a pas progressé. C'est incroyable. Au shoot, maintenant, genre, le mec est passé de je ne sais pas shooter à je suis un des meilleurs shooters. Putain, enfin, du moment, hein. Mais putain, quoi. C'est impressionnant, tu vois. Genre, il est passé de je ne sais pas shooter à je peux pull-up en sortie de dribble à 3 points. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Sa défense, évidemment. Bon, là, avec. Là, cette année, c'est pas terrible parce qu'il s'économise. On verra en playoff. Mais donc, en gros, voilà. Du coup, pour moi, il n'y avait pas de cas où il rentrait pas dans mon top 50. Et en même temps, après, quand je suis arrivé dans le top 50, je me dis putain, waouh, ok, attends. Est-ce que je le mets devant machin là? Parce que machin, il n'a rien. Oui, t'attends sa fin de carrière. Et voilà. Donc je pense que Kawhi Leonard, je le mets là aujourd'hui, ça c'est sûr. Et je pense qu'à terme, quand on fera des top 200, des top 300, des top 1000 et tout, il aura une place plus élevée, quoi. Voilà. Spoiler, il tombera prochainement. Vous verrez. Mais moi, il a un tout petit peu prochainement, plus. C'est en mer. Vous avez déjà eu un spoiler sur un premier joueur argentin, il est tombé après. Voilà, j'étais un petit peu long là sur Kawhi, mais non, mais c'est bien, c'est un cas hein. très intéressant parce que Kawhi ça va vraiment être difficile et Dieu sait si déjà avec Léon et Alex on se prend la tête sur Monsieur Leonard. Dites-nous d'ailleurs où est-ce que vous verriez Kawhi. C'est pour ça que c'est kiffant, on rentre dans le top 50, il commence à y avoir des débats, frérot. Là, ça y est, genre Kawhi, où est-ce que tu classes Kawhi dans les meilleurs joueurs de tous les temps? C'est pas pour manquer de respect à Bob Lanier et à Sam Jones, mais là on est dans des trucs un peu plus actuels, et donc évidemment on attend vos réponses. Écoute, moi je vais faire assez court sur Kevin McHale. Kevin McHale, c'est quand même un cas pareil, ça. Non, évidemment, je vais en parler de McHale, mais si je dis pas de bêtises, tu ne l'as pas encore sorti? Non. Mais donc on aura l'occasion aussi d'en parler. Ton argumentaire. Tout à fait. Écoute, moi déjà j'étais très content de le mettre, notamment dans la même émission que Manu Ginobili. Je regarde où je le mets, moi. Ouais. Ok, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Je vois où il est chez moi. J'étais très content de pouvoir le mettre Kevin McHale dans la même émission que Manu Ginobili parce que c'était notamment une espèce d'hommage à ces garçons qui parfois n'ont pas eu les mêmes double 6e homme de l'année. Kevin McHale, bon, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment Kevin McHale, numéro 32 des Celtics, le maillot est retiré, membre notamment de ce transfert, un des plus grands transferts de l'histoire de la NBA. Vous irez le voir, on en a parlé plein de fois le soir de la draft avec un certain Robert Parrish, tout ça, Red Auerbach, le patron des Celtics qui a fait et tiens. Je sens que je vais avoir mon front de courte en une demi-heure, moi. Pour 12 ans. Kevin McHale, c'est la grâce du jeu au poste. C'est peut-être à table, si on devait s'asseoir avec Hakeem Olajuwon, on mettrait Kevin McHale et puis ce serait... Kareem Abdul-Jabbar aussi, peut-être. Kareem Abdul-Jabbar. Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire en variété de move au poste. En variété? Ah ouais. Non mais bien sûr, non mais je suis pas en train de grager sur Karim, il va venir en juin. Mais je dis juste en variété. En variété, juste Hakeem et McHale sont dans un bateau. Duncan vient de sauter à l'eau et Dirk et Garnett n'y sont pas. Donc non, McHale c'est le jeu au poste, c'est l'inventeur de l'expression torture chamber. C'est-à-dire que quand son défenseur était sur lui, je t'emmène dans la chambre de torture. C'est parti. Tu ne peux le foutoir. Rien à faire, c'est la totale. C'est les gestes de la tête pour essayer de faire monter les gars sur des feintes, c'est main droite, main gauche, up and under, triple fake. Beaucoup de joueurs, dont Charles Barkley évidemment, ont dit que c'était le joueur le plus dur sur lequel défendre. Très dur au mal, en plus. Le plus dur à défendre de sa carrière. En plus, l'autre, c'est bien en attaque, mais quand même, il y a un bon paquet de defensive teams en fait en carrière, parce que quand tu regardes dans l'histoire notamment des Celtics, les joueurs qui ont 8 ou 9 comptes dans un match, Patana McHale, parce que c'était pas que Parrish en fait l'enforceur. McHale c'était un très bon défenseur, très bon défenseur, très bon attaquant. La carrière elle se déroule ainsi, il est d'abord en 6e homme, et puis ça se passe pas mal, il va bien contribuer, notamment pendant les playoffs, parce que dès qu'il est rookie, il est titré, McHale, il arrive en 80. Et puis après ça va évoluer, il va commencer à gagner en minutes, et puis
Cedric Maxwell, qui est un des héros quand même des Celtics des années 80, se fait transférer. On ouvre le poste. Passe au poste 3. Tout à fait. Et on ouvre le poste notamment pour monsieur McHale qui va être titulaire. On change aussi de coach. On passe de Bill Fitch à Casey Jones. Et là, c'est les débuts de McHale, Parrish, Bird vraiment en titu où ça va cartonner. McHale, c'est donc buckets and buckets, jeu au poste. Un des rares joueurs dans l'histoire de la NBA à avoir plus de 60% au tir et 80% au lancer. Ouais, en termes d'armes fatales offensives, c'est violent. Beaucoup d'intelligence. C'est vrai que c'est pas mal que tu l'aies mis avec Ginobili parce que c'est vrai qu'il a aussi, lui aussi, il a un côté. Il y a une moitié de carrière de 6e homme. Et moitié de carrière de 6e homme dans un collectif hallucinant. Incroyable, qui fait partie d'un avec big un coach hallucinant, historique, des avec joueurs, un coach. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je voulais les mettre là. Jouer à côté de Larry Bird, c'est quand même un petit privilège quand même. Ça peut te faire gagner bien quelques t'aider places. quand même. Totalement. Mais ne pas oublier que McHale, qui est souvent un petit peu laissé dans l'ombre parce que Larry Bird prend toute cette place avec toute l'aura qu'il a. Ah non, mais 50 greatest, là-dessus, je te suis total. Et McHale, il fait d'ailleurs partie en 17 pardon. Enfin, oui, c'est 96, mais c'est l'All-Star 97. Ouais. C'est ça, il fait partie des 50 greatest. Que dire j'aimerais rajouter 2-3 petites choses. Oui, si, juste en anecdote que j'ai pu récupérer. L'été 82, il est en fin de contrat, les Knicks se mettent dessus. Les Knicks. Tu sais ce qu'il fait Red Auerbach ? Non. En menaçant, il prend les 3 meilleurs joueurs des Knicks et il leur fait « je vous propose un contrat ». Ah ouais. Et les mecs des Knicks se rétractent, gardent leurs joueurs et McHale prolonge à Boston. Red Auerbach. Vous pourrez enquêter là-dessus. Juste que je voulais rappeler rapidement, évidemment, la finale de 84 pour les jeunes qui nous écoutent ou nous regardent. Évidemment, vous tapez Kurt Rambis, Kevin McHale, en termes de fautes flagrantes dans l'histoire de la NBA. Difficile d'aller chercher meilleur. Et c'est un des turnarounds, un des grands moments de ces finales NBA. C'est-à-dire que les Celtics se font un peu rouler dessus. Et à partir du moment où McHale commence à faire des coups de la corde à linge, Shawn Michaels et Triple H sur un terrain de basket, ça va énerver les Lakers. Pat Riley, Magic Johnson et compagnie, et Boston va commencer à pas mal suivre McHale, bon, évidemment avec plein d'autres joueurs autour. À partir de la saison 85-86, là on touche vraiment le pic de McHale, avec cette saison 87 en fait où il a 26 points de moyenne. On est first All NBA Team, toujours dans les defensive teams. Il y a 26 points de moyenne avec des pourcentages encore incroyables. C'est-à-dire que soit tu te prends 60% de réussite au shoot, soit tu fais faute et il y a 80%. C'est horrible. C'est horrible de jouer McHale. Tu ne peux rien faire. Il y a absolument tout dans le bagage. Il lâche bien. Hein. C'est ça. Attention, il joue collectif, il voit le jeu, McHale. Hein. Exactement. Et donc, McHale... C'est bien un joueur des Boston Celtics, lui d'ailleurs. C'est un parfait, c'est un représentant incroyable des Celtics. D'accord. Totalement parfait. Grand coach. Comment ? Attends, ça j'y viens rapidos. En termes de scoring, juste j'en parlais, il y a un match évidemment à 56 points qui va être suivi par un match à 42 points. Donc notamment dans l'histoire des Celtics, en termes de joueurs qui se sont rapprochés des 100 points en 2 matchs, c'est lui je crois qui est le plus haut. Malheureusement pour lui, il y a Larry Bird 9 jours plus tard qui en met 60. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est 9 jours plus tard. Hein. T'as mis 56 points, non. Non. Bon, je te la laisse. Le patron, c'est Bibi. Le patron, c'est Larry, tout à fait. La fin de carrière est un peu compliquée, beaucoup de blessures. Blessure au pied, il va jouer des playoffs entiers en ayant une fracture au pied. On l'oublie un peu, quasiment 40 minutes de moyenne. Donc c'est aussi on oublie souvent aussi le compétiteur que c'était. La fin de carrière est un petit peu décevante parce qu'il y a ces images des anciens Celtics qui sont complètement broyés, quoi. Bird, McHale et tous les mecs qui rampent. Et puis après, en effet, au niveau coaching... On passe ouf. Non, bien sûr, on est passé par Minnesota et c'était pas ouf. On est passé par Houston et on a quand même eu 2-3 moments brillants quand même. Hein. Je veux dire, la série 3-1 lead, je crois que c'est McHale. Hein. Ah, c'est pas, je crois, c'est sûr. C'est ça, donc il va jusqu'en finale de conférence. Et Josh Smith, il fait allez, on y va. C'est pas fini. James Harden, Dwight Howard, Corey Brewer, Josh Smith, ça va en finale de conférence. C'était génial, super. Finale de conf pour McHale. Il y a eu quelques soucis évidemment avec lui quand il était à la tête des Timberwolves parce qu'il y avait certaines décisions qui étaient un peu compliquées à comprendre. Un peu pourrave. Il n'empêche que 5e choix de draft de la draft 95, le nez fin, Kevin Garnett, c'est McHale. Bien joué. Quand même. Bien joué. Quand même. Mais je dirais plutôt il y a eu du nez pourri les 4 choix précédents, non ? Alors, il y a eu du choix pourri. Parce que bon joueur. Hein. Tout à fait. Et McHale a eu du choix pourri les années d'après. Enfin, je veux dire, il y a eu tiens, on va entourer Garnett. Allez-y. On va mettre beaucoup de Rashad McCants et compagnie à côté de lui, ça va être super. Puis pour maintenir Marbury, Billups, etc., c'est un peu compliqué. Mais bref, McHale dans son ensemble, commentateur incroyable. Moi, j'adore le personnage. En plus, il a cette voix qui est absolument incroyable. Bon, bref, il fait partie des 50 Greatest, on est d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Ça fait bien plaisir. Et bah, du coup, on va montrer le tableau. Allez, tableau. On est dans le top 50. Léonce, on est dans le top 50 avec le tableau de Alex. Vous les voyez ici, Alex, qui t'a mis aujourd'hui ?
En 51, Monsieur Ray Allen. Yes, sir. En 50, Monsieur Bill Walton. Et en 49, Monsieur Kawhi Leonard. Voici mon tableau, comme vous pouvez le voir, j'ai mis donc Manu Ginobili en 3e place, ensuite Chris Paul en 50e et Kevin McHale en 49. Dites-nous qui vous avez mis à ces places. C'est moi qui ai conneries, tout ça, quoi. Bien sûr, C'est bon de taquiner, on se préchauffe pour le mois de juin. Dites-nous qui vous avez mis à ces places. On est rentré dans le top 50. J'en profite avant qu'on fasse le débat pour vous rappeler que vous pouvez aussi commencer à participer. On sait que pour certains, le chiffre 100, ça faisait un peu too much. Top 50, faites l'effort. Franchement, un top 50 all-time, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait, ça va. On est dans les Moi, je recommande de faire le top 200 perso. Moi, je propose de faire c'est plus marrant. Tout à fait. Et l'idée des top 100 pires joueurs de l'histoire, vous inquiétez pas, c'est bien rentré dans une oreille. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin dans l'oreille, tout à fait. On va partir sur la petite discussion du jour. C'est simple, on est arrivé à mi-parcours. J'ai préparé. Tu l'as préparé, ouais, très bien. On fait un petit point notamment sur les types de joueurs que nous avons. Par poste, origine, donc dans le top de 100 à 51. De top 100 à 51, exactement. Donc on sur ce qu'on vient de passer. Quoi. Exactement. On fait le point sur ce qui a déjà été dit. Donc j'avais demandé à Alex notamment de prendre certaines notes sur ce qu'il a pu faire ici jusque-là. Et puis, il y a l'occasion de pouvoir revenir sur certains choix qui t'ont peut-être semblé un peu zarbes dans mon tableau, ou moi dans le tien, puisque j'ai, moi, eu la chance de pouvoir voir, évidemment, vu que là, on a passé la zone 51, les places 100 à 51 d'Alex, et Alex a accès à mes places 100 à 51. Qu'est-ce que tu as pu noter sur le tien, qui ressort un petit peu ? Bon, par rapport aux questions que tu posais, là, oui. C'est assez intéressant de voir que, en fait, en termes de tendance... de poste notamment, j'ai un assez bel équilibre sans l'avoir calculé en amont. C'est-à-dire que moi pour l'instant là 100 à 51, j'ai 12 pivots, 9 ailiers forts, 9 ailiers, 11 arrières et 9 meneurs. C'est ça. Ce qui correspond à peu près pas tout à fait, mais à peu près à la moitié de ce que j'ai. De ce que tu avais dit le tout premier épisode. Oui, c'est-à-dire que, attends, bouge pas, je crois que c'est sur... On avait dit qu'il y avait une grosse domination quand même des pivots, ça c'est sûr, ça se confirme. Tu vois, mes pivots, j'en ai 24 en tout, j'en ai mis 12. C'est ça. Mes ailiers forts, j'en ai 17 en tout, j'en ai mis 9, donc tu vois bien. Mes ailiers tout court, j'en ai 20 en tout, j'en ai mis 9. Mes arrières, là, les arrières, c'est peut-être là où j'ai entre guillemets le moins équilibré, c'est-à-dire que j'en ai entre guillemets que 19 et j'en ai déjà mis 11. Donc moi je n'ai plus que 8 arrières moi. C'est ça. Et meneur j'en ai 20, j'en ai mis 9. Ensuite je me suis amusé vite fait à regarder un peu pour voir si cette théorie de l'équilibre était assez respectée. Les ailiers moi ont une bonne dominance. Il y a eu pas mal d'ailiers en fait, hein. Je pense qu'il y a eu plus d'ailiers que ce que je pensais. Moi j'en ai 20, pile. Ouais mais qui ont déjà été déployés, il y en a combien, 9 ? J'en ai 9 sur 20. C'est ça, moi j'en ai peut-être un peu plus. Vas-y. Et après, j'ai regardé par décennie. La décennie où j'ai le plus cramé de cartouches pour l'instant, c'est assez intéressant, c'est la décennie 80. Ouais. J'ai 13 mecs. Alors après, les décennies, c'est pas comme les postes. C'est difficile parce que... Il y a des mecs, tu sais pas exactement où les affilier. On va dire que voilà, j'ai fait un peu une cote mal taillée. Donc des années 80, je considère que j'ai 13 joueurs que j'identifie aux années 80. J'en ai déjà mis 8. C'est vrai que la 80 se sort pas mal du lot. Moi, il y a eu pas mal de la 90 aussi qui s'est... Je ne cache pas que les prochains, il y en a certains qui sont bien classés, quoi. Non, tout à fait. Dans les années 80, oui. Les années 90 aussi ont fait une apparition, moi pas mal. Moi, j'en ai encore plein à passer. Mais il y en a encore beaucoup à passer, ouais. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que avec pourtant le fait que ce soit assez proche et qu'il y ait un côté Golden Age, pareil, les années 90, elles sont encore à développer. Et on en revient au propos principal, c'est le jeu intérieur, quoi. Il y a quand même, quand tu prends ailier fort plus pivot, parce qu'il y a des gars qui sont un peu sur les deux postes, tu sens quand même que vraiment le jeu reste dominé dans l'histoire par ces géants, quoi. Ouais, non. Du coup, voilà. Je suis assez satisfait en fait à posteriori parce que c'est pas un exercice facile là, comme on le dit depuis le début. C'est une chienlit, hein. L'équilibre qu'on a même tous les deux entre les postes, les époques, tout en tenant en compte les évolutions et tout, ça montre aussi à quel point c'est riche. Ouais. Le basket, la NBA.
On n'a pas encore trop d'internationaux ni l'un ni l'autre dans nos classements. Bah, j'étais en train de on les en a checker quelques-uns, parce que, en tout, on va en avoir combien? On va même pas en avoir 10. Hein. Ouais, c'est à 6-7. Ouais. Il y en a 6-7. Franchement, même pas. Ce qui est logique en même temps, parce que des internationaux, vu que c'est un classement top 100 all-time des joueurs, il faut avoir 1000 pieds en NBA. C'est un phénomène récent quand même. Hein. Internationalisation, on est en plein dedans. Dans les 90, franchement, il n'y a personne qui rentre dans le classement, point barre. Alors oui, quand tu regardes la NBA aujourd'hui, il y en a plein qui la découvrent sur cette décennie. Ils se disent... Mais dans le futur, même, Giannis, dans le futur, il y a peut-être des mecs Luka. là. Tu vois, Luka, il n'est pas dans le top 100, hein, spoiler. Enfin, il va pas rentrer là maintenant qu'on ait passé les places 49, on va se calmer quand même. Quoi? Mais genre, lui, par contre, il a un bon profil de mec qui pourrait rentrer là-dedans. Bien sûr. Andrew Wiggins. Bien sûr, Andrew Wiggins, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Nikola Jokic. Évidemment, Jamal Murray. Nicolas Jokic. Nicolas Jokic, tout à fait, profil intéressant. Profil à regarder et à voir l'évolution. Donc Rudy. Ouais, Rudy, va falloir cravacher, va falloir cravacher, mais petit à petit, on a mis des Mutombo, on a mis des gars comme ça. Hein. Donc, faut voir. Hein. Faut voir ce qu'il sera capable de faire en play-off. Il y a certains internationaux qui vont toquer à la porte. S'il est capable de nous faire encore un Deepoy ou quoi, tu vois, à voir. Hein. Les meneurs vont vraiment commencer à toquer. Moi, j'ai très hâte de voir cette espèce de notamment d'impact de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce jeu ultra offensif avec des stats reboostés. On le voit là maintenant, 30 points, on se dit genre bon, 30 points de moyenne. Luka et Trey tournent déjà à ça en deuxième saison professionnelle. Il y en a plein qui sont à plus de 25 points de moyenne. Il y a des 3 points qui rentrent dans tous les sens. Donc ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire est-ce que là dans quelques années on se dira genre oui bon en fait le record de Ray Allen maintenant il est 7ème all time. Parce qu'il y a plein de mecs qui vont essayer d'aller chercher. Il va falloir cravacher. Ray va falloir y aller. Bien sûr. Reggie va tomber, hein. Mais Ray il y a 500 de plus. Hein. Ouais, mais il y en a qui vont aller le chercher. Hein. Bien sûr, il y en a. Plein. Bien sûr. Et ces gars-là, ce sera intéressant de voir ce qu'ils donnent. Parce que quand tu regardes un Nate Archibald, sur lequel on a débattu, il y en a qui vont commencer à faire des saisons un peu comme lui, tu vois. Possible. Et on se dit, putain, en fait. Mais enfin, on voit bien que c'est pas évident, parce que même des monstres comme Westbrook ou Harden ou quoi n'ont pas réussi. C'est sûr. Pour l'instant. C'est tout l'intérêt aussi de ce top 100, c'est en permanence, et je trouve c'est intéressant dans les discussions, les débats que j'ai avec des gens, soit sur Twitter, soit des fois dans les commentaires YouTube quand je passe répondre ou quoi. Hein mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la plupart des gens sont quand même en train d'essayer toujours, quand ils comparent, de trouver un équilibre entre ce que tu ressens éventuellement dans l'instant et en même temps le respect que tu es obligé d'avoir pour l'histoire d'une ligue, d'un sport, tu vois. Donc ça c'est vachement important et je trouve que ça marche assez bien, ça va créer de sacrés débats. Alors évidemment, plus ça va aller, plus ils vont être houleux les débats, parce que forcément il va y avoir des désaccords de plus en plus majeurs. Là on était en parfaite harmonie. Hein. Là ça va. Là c'était Alice au pays des merveilles. merveilles. Après on va avoir des discussions un peu différentes, même si normalement, petit à petit, même quand tu as des ranges un peu, tu as quand même des... Je veux dire, même nous, on a des désaccords, on a 10 places d'écart sur Ginobili, ce qui est quand même beaucoup. On a... tu voulais parler de ça tu vois, moi Ginobili, je trouve que tu le mets trop haut, clairement. Bon, après, ça va, 10 places, tu vois, je suis pas non plus en train de... Non, bien sûr. Ça m'empêche pas de pioncer. Rodman, tu l'as mis bas, je trouve. Alors, Rodman, je sais que ça a été... C'est pour ça, on peut en venir à ça, c'est parce notamment... Que tu vois, moi, je l'ai mis au plus bas du plus bas. Ouais, c'est ça. Tu l'as mis en combien 66, je crois, parce que The Devil Number. Moi, je l'ai mis en... 80, hein. Ouais, un truc comme ça, ouais. Je l'ai mis en 76. Ah, ok. Non, ça va. 10 places d'écart aussi. Il y a 10 places aussi d'écart, et c'est vrai. Non, bon, il y en a plein qui ont fait genre, what, Melo par rapport à Rodman et tout, etc. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça a été un truc qui m'a été pas mal ciblé sur Dennis Rodman. Je sais pas, c'est tellement... Il y a certains gars, c'est tellement difficile avec des gens qui me disent c'est impossible de mettre Rodman derrière Tony, Manu ou Pau Gasol pour eux. J'ai lu ça aussi. Putain. Alors que toi, tu as Tony devant. Ouais, Tony, Manu sont pas loin devant. Hein. Oui, voilà. Je trouve la discussion où tu peux l'ouvrir. Et Gasol aussi. Gasol un peu plus loin quand même devant. Hein. Gasol a bien... Moi, chez moi, déjà bien... je l'ai passé, Gasol, moi. Ah oui, tu l'as passé. Déjà, toi, tu l'as pas passé encore. Hein. Non. Ouais. Gasol a déjà bien chez moi, genre... je crois qu'il est 52 chez moi, Gasol. Donc, il a 14 places devant Rodman. Tu vois, genre... J'ai mis Gasol 14 places devant Rodman. Ouais. Moi, je sais que dans celui que j'avais vu chez toi, je crois, c'est pas forcément les écarts de place, mais c'est plus qui est devant qui. Je sais que t'avais mis, si je dis pas de bêtises, Ben Wallace devant Klay Thompson, et ça, je n'y arrive toujours pas, tu vois. D'accord. Je pense que même si Klay Thompson arrête sa carrière maintenant, je le mets encore devant Ben Wallace, tu vois, en termes de...
Quand même, je me dis, putain, au-delà ne serait-ce que du palmarès ou de ce qu'il est capable de faire offensivement et tout, j'aime beaucoup l'identité que dégageait Ben Wallace, mais... J'ai peut-être pas mis Klay Thompson assez haut. C'est peut-être ça, peut-être qu'il m'avait J'ai peut-être pas mis Giannis assez haut non plus. On va faire une update en juin. Toi, tu n'as pas mis Giannis assez haut, par exemple, c'est sûr déjà. Moi, j'ai ouvert mon top 100. C'est déjà que c'est sûr. Moi, j'ai fait de la com, j'ai fait ouverture de top 100 avec On Giannis. est déjà sûr au moins, c'est l'avantage avec ton top 100. Ah, on sait déjà que t'as pas mis, qu'il te manque 20 places sur Giannis, quoi. Tu vois, on est déjà au courant, quoi. je suis pas sûr. Même Léo, il se marre. Non, je sais que ça, Klay Thompson devant Ben Wallace, j'avais eu un peu de mal. Et là, tu vois, je ne pensais pas que tu mettrais Bill Walton devant Pau Gasol. Alors ils sont 2 places d'écart pour le coup. Ouais, mais il est devant. Oui, mais il y a un côté 50 greatest. Et celui que j'ai fait rentrer dans mes 50 greatest, c'est Bill Walton. Bon, moi, comme vous l'avez vu, Bill Walton est passé. Et Pau Gasol, il est pas encore passé. Frère. Pau Gasol, j'ai laissé à la porte. Voilà. Ça, c'était un dégât. J'avais des comptes à régler avec lui. Et le dernier. J'ai laissé à la porte de mon top 50. Voilà. La France. Point barre. La France, messieurs, dames. Non, et le dernier que j'avais pu noter, c'était entre Tony Parker et Nate Archibald. Je sais plus qui t'avais mis. Je crois que t'avais mis Nate devant. J'ai mis Nate un poil devant, ouais. Là, à ce moment-là, j'ai fait rentrer les histoires de contexte aussi, qui sont le vrai débat autour de Manu Ginobili et de Tony Parker. Quelles auraient été les carrières hors Spurs? Est-ce que statistiquement ça aurait été beaucoup plus fort? Est-ce qu'ils auraient pu porter des franchises aussi loin qu'ils n'ont été portés aussi avec les Spurs? Le débat est éternel là-dessus. Et il est cool, hein. Moi, je veux bien le mener, le remener et le remener. Il n'y a pas de souci. Du coup, mais à un moment donné, tu es devant ta feuille et il faut mettre un numéro en face du nom du joueur. Je suis bien d'accord. Y a-t-il d'autres choses dans mon classement que tu avais pu voir qui te semblaient un petit peu... Non, moi, c'est vraiment Ginobili, Rodman et Giannis. Giannis en 100. Parce que déjà, moi, en le mettant 88-10 par là, j'étais là en train de dire c'est quand même pas haut et tout. Après, il est vraiment très jeune et il y a encore tellement à accomplir. Mais donnons-lui du temps, vraiment. Avec la bon vieux coup de culture de l'instant, on est déjà en mode mais non, il faut que je lui donne un peu. Non, mais t'as raison, je suis d'accord. Allez. Il me reste encore ce côté. Lillard ne rentre pas du tout dans mon top 100, toujours pas. Toujours pas, d'accord. Je sais pas s'il rentrera un jour. Très bien, je peux l'accepter. Tu vois, par exemple, bien sûr, après, tu l'as pas non plus mis. Non, j'ai en 92. Voilà, tu l'as pas mis hyper haut. Mais c'est vrai que tu vois, pour Giannis, on en revient notamment à cette question de phénomène là qui est incroyable parce qu'il a MVP et tout, mais. On a des mecs qui malheureusement ont enchaîné les finales de conférence ou les finales NBA qui n'ont jamais gagné de titre. Je veux voir la bague. Je suis d'accord. Je veux, tu vois, avant de m'emballer. Je suis d'accord. Avant de m'emballer. Par contre, ce qui fait au moment où on parle et depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais. T'as vu beaucoup de joueurs faire ça, toi ou pas? Juste. Ben non, j'en ai pas vu beaucoup, mais il faut. Bah oui, mais. Mais il faut un peu plus. S'il fait ça pendant 10 ans, même sans avoir la bague, il va monter au classement, sérieusement. Tu vois, par exemple, tu vois. Tout à fait, mais on savait pas trop si on avait vu. Idéalement, il faut qu'il remplisse l'armoire. Hein. On n'avait pas vu trop ce qui se passait. Bon, évidemment, les stats sont extrapolés, mais on avait parlé là à l'instant de ce qui se passait avec Bill Walton sur les premières années de sa carrière où il est MVP des finales, puis MVP de saison régulière. On était genre, wow, tout à fait, mais c'est peut-être le plafond parce que derrière, on a vu la suite de sa carrière où il y a eu des blessures. J'aimerais bien attendre un peu avant de dire genre, wow, il est top 35. Yannis. Bien sûr. Mais Yannis, déjà. Il peut possiblement empiler d'autres MVP, d'autres trophées d'MVP. Allons-y. Il peut éventuellement. Allons-y. Est-ce qu'il reste à Milwaukee? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il nanana? Et s'il bouge, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça donne là où il va? Tout à fait. Je suis d'accord. Y a-t-il des joueurs sur lesquels t'as. Il bouge à New York, par exemple, tu vois. Ah bah si un Grec remporte un titre avec les Knicks. Attention. Et qui devient président des États-Unis derrière Donald Trump. Bon, enfin après tout ça c'est de la fiction. Autre question que j'allais te poser, y a-t-il, parce que c'est un exercice compliqué, est-ce que tu as besoin de faire une espèce de confession? Moi j'y réfléchis là sur lui, vraiment, quand je le regarde, j'aurais dû le mettre beaucoup plus haut. Tu sais, on avait parlé du fait que quand ou plus haut ou plus bas, il y a eu ce sentiment. Moi, j'ai Jamal Wilkes que j'ai même pas cité dans mes mentions, qui fait partie des joueurs qui m'a toujours un peu perturbé. Genre, je le rende pas, tout ça. Je pense que ça me perturbera encore longtemps. Je suis capable de recommencer un top 100 puis de le mettre, tu vois. T'as du mal à dormir. Ouais, c'est un vrai souci. Ça se voit. T'as du mal à dormir depuis que t'as. Non, mais c'est un vrai joueur qui m'a vraiment posé de gros dilemmes. Qu'est-ce que j'aurais mal classé? Giannis, donc ça te travaille où? Non, ça va encore Giannis. Mais je me dis que peut-être j'aurais dû plus anticiper le futur, tu vois.
Ah non, c'est pas possible. On peut pas. On peut pas, sinon Luka, il rentre dans le top 100, quoi. Non, pour l'instant, oui, j'ai des hésitations, j'ai des incertitudes, mais pour l'instant, je ne pense pas que je me sois trop auto-blasphémé, quoi. Pour l'instant. Mais putain, je prends mon classement. Pardonne-moi, père, j'aurais dû mettre Dennis Rodman un peu plus haut. Ah, bon, on y vient. Mais j'aurais dû mettre Manu Ginobili un peu plus haut. Le mec qui craque devant l'écran. Ah quoi? C'est vrai que Rodman, j'aurais pu le mettre plus haut moi aussi. Hein. Rodman. Après le 66, ça lui va tellement bien comme chiffre. Oui, ou le 69. Rodman, j'aurais pu le mettre un peu plus haut. Je ne bougerai pas d'un iota sur Tony. Il est très bien là où il est. On est d'accord? Moi non plus, je bougerai pas. Il est très bien. Non, parce qu'il y a des gens qui ont fait 50 Greatest. Non, désolé, non. Pas pour moi en tout cas. Ce n'est pas possible. Vince Carter est devant Tony Parker. Juste devant, ouais. On est d'accord. Ça aussi, ça a bloqué. Ouais. Ça a fait bugger des gens. Ouais, Vince Carter, il a été émouvant, hein, moi. Il aurait pu bouger, hein. Je dois le reconnaître. Moi, il a été émouvant. Et je l'ai gardé en 59. Je sais pas. Non, franchement... Ouais, on peut toujours discuter, mais je trouve pas qu'il y a un joueur où je me dis ah ouais, non, je l'ai raté, lui. J'aurais dû le mettre 15 places plus haut ou 15 places plus bas. Pour l'instant, je n'ai pas cette sensation. Laisse-moi voir, puisque je peux regarder au moins de 100 à 51. T'as le droit de regarder moins de 100 à 51. Est-ce que j'aurais pu classer Dennis Johnson mieux? Peut-être. Il est où? Peut-être. 85 chez moi. C'est vrai. Est-ce que j'ai bien jaugé la carrière de Melo? Pas facile. Pas facile. Le Melo. Est-ce que j'ai pas mis McGrady un peu trop haut quand même? Anthony Davis, arrête. Franchement. Anthony Davis? Non. Anthony Davis, bon, je l'ai mis 99. Je fais quoi? Je sors de top 100, mais en fait concrètement, il n'y a pas de gros blasphème. Non, ouais, Non. Non, c'est vrai que c'est... Ah, et tiens, Oui, non, c'est bon, on était bon sur James Worthy, je crois. Bob McAdoo avait peut-être sa petite mention. Je suis assez content du fait que on se rentre dans la gueule, mais il y a quand même un socle commun. Il n'y a pas eu, je trouve, d'écart dans « Oh putain, lui, il fait partie des 50 » et « Ah merde, lui, j'ai oublié ». Ouais, oublié ou vraiment pas d'accord pour l'instant. Ça, c'est pas mal. Assez peu, quoi. Il y a des écarts de 10 places sur lesquels on n'est pas d'accord. Voilà, mais au moins, il y a des bases. Nous sommes d'accord. Du coup, on peut respirer un coup. Larguer une caisse, on est dans le top 50. Ça y est, on a fait la moitié du chemin. Vous avez le droit de nous rejoindre à mi-chemin, en plein parcours, pour réaliser votre top 50 des meilleurs joueurs de tous les temps. Nous, on va continuer tous les lundis à descendre les marches. La prochaine fois, ce sera 48, 47, 46. Si un jour, on va arriver dans le top 10. Oh putain. Un jour, il y aura des problèmes de serveur. Voilà, c'est ça. Il y a des mamans qui vont prendre très cher. T'as prévenu YouTube? J'ai prévenu ta mère. Ah, c'est bien. Ma mère, elle est au courant, t'inquiète. Elle est d'accord avec moi d'ailleurs. Ouais. Elle a bien aussi. Elle a le même top 100. Le même. Du coup, sur ces sages paroles, on vous souhaite une magnifique semaine. On vous fait plein de bisous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du Top 100 All Time. Ciao.